Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui vont nous rejoindre au fur et à mesure de la soirée. On est à nouveau présents, Iriché, Loris et moi, pour un nouveau live Chargeoum, qui se fait un mois, presque jour pour jour, après celui qu'on avait fait juste après en fait, la défaite et l'accord de cessez-le-feu. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé depuis un mois, sur la situation à la fois en Arménie et en Artsakh, pour comprendre quelles ont été les évolutions. Les choses qu'on a pu dire à l'époque, on les a dit sous, je ne vais pas dire la précipitation, mais en tout cas dans un contexte qui était assez précipité, de voir qu'est-ce qui s'est effectivement passé pareil, qu'est-ce qui aurait peut-être pu se passer différemment, quelles ont été les évolutions qui étaient prévisibles et quelles ne l'étaient pas forcément, et de refaire un petit peu un bilan de la situation actuellement. Voilà, donc on va laisser petit à petit les gens se connecter. Nous, on va diviser le live en trois grandes parties. La première, on va revenir sur la situation en Artsakh, et notamment sur la question des réfugiés. Ensuite, on va revenir sur la situation d'un point de vue militaire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Artsakh avec les forces russes et en Arménie, et évidemment avec les soldats azéris qui sont aussi sur toutes les frontières, toutes les lignes de contrôle, et avec potentiellement les forces turques. Et dans un troisième temps, on viendra sur les troubles politiques en interne au sein de l'Arménie, qui se traduisent aussi par les troubles politiques au sein de la diaspora arménienne, évidemment. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, elles nous seront retransmises et on essaiera d'y répondre dans la mesure de, évidemment, ce que nous pourrons déjà répondre et dans quelle mesure on aura voilà, dans quelle mesure on aura les réponses, tout simplement. Voilà, voilà. Thomas, si je puis me permettre, avant qu'on commence à parler de manière plus politique, tu rentres d'Arménie, tu peux nous faire un point, d'une part, sur la mission de Charjoum, et un peu, et puis aussi sur ton ressenti, hein, sur ce qui s'est passé, enfin, sur ton ressenti de la situation en Artsakh et en Arménie. Oui, je vais faire un point qui va être assez général parce qu'il est question qu'on fasse un autre live avec toute l'équipe, ou en tout cas une partie de l'équipe, de ceux qui sont partis en Arménie et en Artsakh, et donc dont je fais partie. Vous avez pu suivre d'ailleurs une partie de notre voyage via les posts sur le site et sur Facebook. Mais effectivement, je vais faire un petit retour, ça peut être assez intéressant. Le but de ce voyage, c'était déjà de s'occuper de l'acheminement de l'aide humanitaire qu'on a envoyé, qu'on a pu récupérer grâce à vos dons. Également d'aller voir sur place pour une autre partie de l'aide humanitaire qui n'a pas été envoyée par nous, mais qui a été des dons, notamment pour des kits d'hygiène, des kits pour les familles de réfugiés. Donc le but, ça a été d'aller voir sur place comment ça se passe. Ça a été aussi de continuer à nouer des contacts avec les associations sur place qu'on connaît, avec d'autres qu'on ne connaît pas forcément et qu'on a pu rencontrer, et avec d'autres acteurs sur le terrain qui ont pu nous porter leur point de vue sur la situation. Pour mon ressenti, je vais aller directement les pieds dans le plat, je ne vais pas passer par quatre chemins. Il est très négatif sur la situation actuellement. Évidemment, je vais essayer de contrebalancer, de donner des aspects un petit peu plus positifs, mais l'essentiel, c'est une situation qui est quand même très compliquée en Arménie. Que ce soit pour l'aide sur les réfugiés ou, on en reparlera d'ailleurs sur la situation militaire, on a du mal à voir où est actuellement le gouvernement arménien. Je ne dis pas qu'il n'est pas là du tout, mais dans les faits, on le voit assez peu. Pour pas dire, nous, quand on y était, on ne l'a quasiment pas vu. La situation est compliquée à la fois pour les réfugiés, à la fois politiquement, à la fois pour les Arméniens d'Artsakh qui sont repartis chez eux. Pour tout le monde, tout est un petit peu flou. Quasiment tout le monde pense que la guerre va reprendre. Alors, on ne sait pas forcément à quelle échéance, mais les derniers événements qui ont eu lieu entre hier et aujourd'hui nous laissent penser que ça peut arriver beaucoup plus vite que prévu. Certains attendent ce retour de la guerre, d'autres l'attendent un petit peu moins parce que c'est quand même compliqué. Mais je donnais juste une comparaison avec quelque chose que j'ai pu voir dans un live d'un institut sur les études anatoliennes, qui en général d'ailleurs est un institut intéressant, mais où les spécialistes, en l'occurrence qui sont turcs je crois, disaient que maintenant qu'il y a ce cessez-le-feu, il y aura la paix, et c'est un moyen pour peut-être l'Europe et même, il disait, la Turquie, se rapprocher avec l'Arménie. Ça montre à quel point ils sont déconnectés de la réalité. Aujourd'hui, l'Arménie n'a aucune chance de se rapprocher, alors avec la Turquie déjà, surtout avec les déclarations qui ont eu lieu, mais même imaginer que ce cessez-le-feu va amener la paix, j'y crois pas du tout. J'y croyais pas quand on était sur place, on n'y croyait pas. Quand on voit les éléments récents, on n'y croit pas du tout.
Et se dire qu'en fait, ce cessez-le-feu va amener la paix, va amener la prospérité et tout, c'est un point de vue de gens des institutions internationales, je pense, dans une vision un peu libérale des choses. Voilà, tout va aller bien, on va arrêter de se faire la guerre, il va y avoir des échanges, on va être heureux. Ça n'a rien à voir, strictement rien à voir avec ce que nous, on a pu voir sur le terrain sur place. Alors, je ne dis pas que ce qu'on a vu sur le terrain sur place, c'est la réalité immuable qui va durer pendant 150 ans, mais aujourd'hui, parler d'une situation qui va s'améliorer, j'ai beaucoup de mal à y croire. Donc le ressenti est quand même très négatif sur la situation actuelle en Arménie. J'espère évidemment que ça va s'améliorer. Il y a quand même une société civile qui a l'air très organisée, en tout cas en train de s'organiser et qui a l'air assez efficace. Mais sur la situation politique et militaire, j'ai beaucoup plus de réserves. Voilà pour expliquer rapidement et je répondrai peut-être sur d'autres questions et de toute façon on en reparlera dans un prochain live avec toute l'équipe, plus en détail sur ce qu'on a pu faire et sur le ressenti un peu plus général. T'as pas l'impression que ça soit, enfin que cette gestion finalement des réfugiés, elle est à l'image de la gestion de la guerre, c'est-à-dire que bah, c'est la société civile, en tout cas des acteurs privés, c'est-à-dire la guerre a été en partie, je dis bien en partie, menée par des volontaires, par des groupes qui répondent à des logiques de famille, de clans, d'idéologie politique, de villages, plus de villages d'ailleurs qu'autre chose. Et, euh, et cette gestion des réfugiés, est-ce que c'est finalement pas le pendant dans la paix d'une gestion de la guerre, c'est-à-dire bah, l'État n'est pas là ou pas assez là et pas en capacité d'être là et les gens se débrouillent par eux-mêmes. C'est Oui, c'est à peu près l'image que j'en ai. Sur la guerre, effectivement, on a eu l'occasion de rencontrer des gens qui ont été des volontaires. Ils n'ont pas du tout le même récit que si on peut lire dans les médias en France. Alors, je ne cherche pas à dire qu'il y en a qui ont plus raison que d'autres. Quand je dis les médias en France, qui se basent sur la situation de l'armée arménienne. Mais ou même d'ailleurs, si a pu dire Nicole Pachinian ou Araïk Haroutunian, entre ce que eux disent et ce que les volontaires disaient sur place, on avait des sons de cloche un petit peu différents. On a l'impression qu'en fait, au niveau de l'État pendant la guerre, l'État arménien ne savait pas forcément tenir la situation, tandis que les volontaires, eux, disaient pouvoir tenir la situation à leur échelle. Et d'ailleurs, là, aujourd'hui, dans les récents affrontements qu'on voit avec l'Azerbaïdjan, c'est des volontaires qui tiennent encore certaines régions, là où l'armée n'est pas présente. Sur la situation des réfugiés, effectivement, je pense que c'est pareil. J'en avais parlé à quelqu'un qui me disait, mais le gouvernement est au courant des réfugiés, il y a des listes sur les réfugiés. Peut-être, mais on n'a pas vu d'aide du gouvernement. Alors, encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu du tout. Peut-être qu'il y en a eu, on n'a pas la science infuse pour tout savoir. Mais sur notre expérience de ce qu'on a vu, on a quand même été en contact avec beaucoup d'associations, beaucoup de gens qui sont présents sur place en permanence. On n'a rien vu du gouvernement. Par contre, on a vu une énorme solidarité des gens eux-mêmes. Et effectivement, il y a quelqu'un avec qui j'en parlais qui me disait au final, l'Arménie, est-ce que c'est pas maintenant un État failli? Le mot est peut-être choquant. La réalité n'est peut-être pas si. Est peut-être vrai. C'est peut-être ça. Je ne veux pas prétendre que c'est vrai ou pas vrai. Un État failli, pour rappeler, c'est un État où en fait l'État n'existe plus, l'administration n'existe plus vraiment, que tous les services de l'État sont plus vraiment assurés, ou peut-être quelques-uns seulement sur la répression. Euh, Aujourd'hui, en Arménie, c'est un peu l'impression que ça donne. Je ne veux pas dire que c'est la vérité absolue, mais je ne peux pas dire que c'est complètement faux. Et que ce soit donc sur la partie de la guerre auparavant, sur la partie de la guerre encore aujourd'hui, et effectivement sur cette question des réfugiés. Sur la question des réfugiés, je vais aussi rappeler d'autres choses sur en fait quels sont les besoins. Donc évidemment, c'est ceux sur lesquels on a travaillé. Il y a plusieurs types de réfugiés, je pense, sur lesquels il faut s'attarder. Il y a ceux qui étaient d'Arsar. Donc pour rappel, il y a 100 000 personnes qui ont quitté l'Arsar. Il y en a une bonne partie qui est en train de retourner aujourd'hui en Arsar. Ce qui n'était pas du tout évident au début. Les Russes ont intérêt à ce que les réfugiés reviennent. Pourquoi? Parce que si jamais aucun réfugié ne revient, c'est que leur maintien de la paix ne sert à rien, puisque personne n'aurait confiance en eux. Quand on y était, il y avait en moyenne 1000 réfugiés qui revenaient chaque jour, dans des bus entiers qui viennent à Stepanakert. C'est principalement ceux qui, évidemment, viennent des régions toujours contrôlées par les forces d'Arsar et par les forces russes. Donc les gens de Stepanakert, Martouni, Martakert. Évidemment, les gens de Chouchi, les gens de Hadrut, les gens de Talish, ils ne reviennent pas. Et ils n'ont pas pour ambition de revenir. Eux, ils vont rester en Arménie. Il y a aussi des réfugiés qui viennent de ces provinces qui vont, du coup, dans l'Artsakh actuel, mais plus dans leur ville. Des gens peut-être de Chouchi, des gens de Karvacha, qui ne restent plus chez eux, qui sont réfugiés, mais qui retournent au sein de l'Artsakh. Ça pose plusieurs problèmes
qui sont notamment ceux pour lesquels on a acheminé de l'aide. De quoi ces gens ont besoin? De nourriture. Pendant l'hiver, ça va être compliqué, surtout dans les coins les plus reculés d'avoir accès à la nourriture. Je pense évidemment aux villages les plus excentrés qui n'auront pas forcément les moyens d'aller jusqu'à Stepanakert pour avoir accès aux biens de base. Il va y avoir évidemment les vêtements chauds qui concernent les réfugiés en Artsakh et ceux en Arménie. Passer l'hiver sans vêtements, c'est compliqué. Il y a des réfugiés qui sont partis avec strictement rien. Il y en a qui sont partis déjà dans des situations dramatiques avec juste un sac. Il y en a qui sont partis avec strictement rien, même pas de papier d'identité. Ils ont dû partir dans une urgence telle qu'ils n'ont rien pu prendre. Donc pour ces gens, évidemment, les vêtements sont nécessaires. Et ensuite, il y a toutes les questions d'hygiène, d'où les kits qui ont été faits et aussi les médicaments qui ont été envoyés. Avoir des médicaments, avoir des biens de base comme des brosses à dents, du dentifrice. On n'y pense pas forcément, mais c'est des questions d'hygiène de base auxquelles beaucoup de gens n'ont pas forcément accès. Avoir du savon et bien sûr avoir ensuite tout ce qui va toucher les enfants, les femmes, des protections pour les femmes, des couches pour les bébés, etc. Tout ça, ça va être les enjeux qui vont toucher les réfugiés à la fois en Arménie et en Artsakh. Et pour reprendre une chose qu'on a entendue sur place, euh, la question peut se poser de savoir s'il n'y a pas des gens qui vont mourir de froid cet hiver suite à la guerre d'Artsakh. Alors évidemment, il y a des gens qui vont continuer à se mobiliser. On continue à se mobiliser, à essayer d'aider au maximum ceux qui sont les plus vulnérables. Mais quand on y était, c'est une phrase qu'on a entendue. Ce qui montre l'ampleur de la situation, même en situation de paix. D'ailleurs, pour l'anecdote, on a aussi vu un article en Azerbaïdjan avec les gens à la frontière qui avaient le même problème, parce que le gouvernement azéri ne donne rien aux personnes sur la frontière, qui ont des maisons endommagées, et qui au final risquent peut-être d'avoir des situations difficiles cet hiver. Donc c'est une situation qu'on voit de part et d'autre de la frontière, sauf qu'en Azerbaïdjan, déjà, ce n'est pas votre problème, et ensuite, il y a un État qui existe encore. En Arménie, on ne sait pas si l'État existe encore, et donc il y a une situation dramatique qui est loin d'être encore résolue, je pense. Sur cet hiver, je ne parle même pas du printemps, toute l'année prochaine, uniquement sur cet hiver jusqu'au mois de janvier, il y a encore énormément de choses à faire. D'accord. C'est pas un tableau extraordinaire, mais tu faisais référence aux, comment dire, aux assertions tendant à faire croire peut-être que le salut viendrait du miracle économique de relations arméno-turques. C'est intéressant ça, parce que ça revient souvent. On a l'impression que comment dire, que l'Arménie est acculée de deux façons différentes, avec le bâton militaire, clairement, et puis on a la carotte économique. Mais en réalité, ces deux choses-là nous entraînent risquent de nous entraîner dans un marasme complet. La guerre, on l'a vu, hein, ce que les ravages de la guerre font, et puis la promesse d'une ouverture de la frontière, ou en tout cas d'échanges économiques, comme si des échanges économiques avec la Turquie allaient sauver l'Arménie. Moi, j'ai toujours été très sceptique avec ces questions-là, notamment avec la question de l'ouverture de la frontière. Je crois, bon, c'est des débats très accessoires à notre discussion de ce soir, hein. Mais tout de même, je vois souvent arriver ça comme quelque chose qui nous sauverait. Le capitalisme et le libéralisme économique n'a jamais sauvé personne. À chaque fois qu'il y a une situation terrible et qu'on applique les plans du Fonds monétaire international et qu'on applique les directives de la Banque mondiale, on se retrouve dans des situations parfois encore plus terribles, même très souvent. Pour rappel, au moment des guerres de Yougoslavie, aussi terribles qu'elles étaient, la proposition américaine de l'OTAN, mais de manière générale de l'Occident, c'était la libéralisation de la fédération de la Yougoslavie. Et les élections libres ont entraîné la montée des extrêmes de tous les bords, mais surtout la libéralisation de l'économie a déstabilisé encore plus, a paupérisé la population et a aggravé la situation au final. En Rwanda, c'est pareil, hein. Au Rwanda, avant le génocide, on a voulu régler les conflits par le miracle économique. Le Rwanda a appliqué le plan du Fonds monétaire international. Au final, bien le cours du cacao et du café ont baissé terriblement. Et à la crise, on va dire,
interethnique, même si j'aime pas ce mot, c'est rajouter une crise économique et qui a mené en partie à la dégradation de la situation et au génocide. On est dans un cas différent avec l'Arménie. Mais l'ouverture d'une frontière avec la Turquie ou promettre que les choses iront mieux en Arménie du simple fait qu'on ouvrirait une frontière ou qu'on ferait du commerce avec l'Azerbaïdjan et la Turquie, qui sont les deux pays qui veulent l'extinction du peuple arménien, bon, le risque, c'est finalement d'ouvrir cette frontière, d'abolir toute défense de la part des Arméniens, parce que cette frontière, elle ne protège pas totalement, mais elle est un gage quand même de protection, et que au final, l'Arménie devienne une province économique de Kars, qui est une province administrative de la Turquie, ou que l'Arménie, pire que cela, devienne une province engloutie par l'Azerbaïdjan et qui elle-même est en train de perdre beaucoup de sa souveraineté au profit d'une Turquie impérialiste. Complètement, oui. Je voudrais juste Bah, rappeler un tout petit élément, pardon, je te laisse parler juste après Loris, mais vas-y, vas-y. euh, si des gens doutaient encore de la mauvaise foi de la Turquie à ce niveau-là, la Turquie a fermé la frontière, et c'est la Turquie qui a fermé la frontière en 1993, suite à la prise par l'Arménie de Karlvacha. Maintenant que Karlvacha a été rendu à l'Azerbaïdjan, techniquement, la Turquie n'a aucune raison de maintenir la frontière fermée. Or, il semblerait qu'ils aient dit maintenant on est prêt à parler avec l'Arménie d'ouvrir la frontière, quelque chose qu'ils disent tous les 10 ans. Bon, il y a un moment quand ils mettent des conditions, qu'ils ne les respectent pas, qu'ils remettent des nouvelles conditions, qu'ils disent en fait il n'y en aura pas, mais finalement il y en a quand même. On n'a rien à espérer d'une ouverture à la frontière avec la Turquie. La Turquie met des conditions en permanence, des nouvelles, avec une hypocrisie totale. Pourquoi? Pourquoi on doit se battre pour ça? Au final, la frontière économique n'est pas complètement fermée, puisqu'il y a quand même beaucoup de biens turcs qui sont vendus en Arménie. La seule frontière qui est fermée, c'est celle des peuples, et encore, elle n'a pas toujours été complètement. Se battre et faire des concessions pour que la Turquie puisse continuer à exporter encore plus les biens qu'elle exporte déjà, sachant qu'on a déjà fait là, en l'occurrence, toutes les concessions qui étaient déjà demandées auparavant, il y a un moment, il faut être honnête et il faut être sérieux, quoi. Non, mais il faut surtout réfléchir en termes d'objectifs. À ma connaissance, depuis 1915, il n'y a aucune preuve de changement de ligne de la part du gouvernement jeune turc ou de la Turquie moderne. Donc, si l'objectif est toujours de nous exterminer, avec ou sans frontières ouvertes, bon, ben, les raisons seront les mêmes. Les conséquences seront les mêmes. Moi, j'ai déjà entendu des Arméniens, pas récemment d'ailleurs, hein, il y a quelques années, dire peut-être que si l'Arménie lâchait les Kurdes en Turquie, ben, ça pourrait nous améliorer nos relations avec la Turquie. Bon, déjà, il faudra m'expliquer quand est-ce que l'Arménie soutient les Kurdes, premièrement. Mais non, tout simplement non. J'ai aussi, à une époque, certaines personnes pouvaient dire si l'Arménie lâche la SAR, peut-être que les relations avec la Turquie ou l'Azerbaïdjan iraient mieux. Toujours pas. Mais c'est un peu le sens vous savez, de l'obéissance ou le sens de la résistance de faire ce genre de concessions. Pendant la guerre sur Seine, on a entendu des gens nous dire nous n'aurons pas nos territoires en Turquie, alors autant demander nos machines à coudre. Même les machines à coudre, on ne les aura pas si on fait que courber les chines comme ça. Donc réfléchissons en termes d'objectifs. Je pense que celui qui a le mieux conclu ce débat, c'est peut-être Erdogan. Ceux qui ont le mieux conclu ce débat, c'est Erdogan et Aliyev il y a quelques jours, en glorifiant la mémoire d'Enver Pacha pour l'un et en disant que la lutte contre l'Arménie n'est pas finie, et pour l'autre de dire que Yerevan, Sevan et le Zangezur sont des territoires historiques azerbaïdjanais. Donc effectivement, qui ne vont pas s'arrêter. Évidemment, ils ne vont pas s'arrêter là où pour l'instant ils se sont arrêtés, quoi. Alors, je passe en même temps sur un petit peu les questions qu'on a. Euh, la plupart, je préfère vous le dire tout de suite, on n'a pas forcément les réponses. Je vais dire rapidement, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Rapan? Pourquoi Amnesty et Human Rights Watch prennent des positions pas forcément en faveur des Arméniens? Et est-ce qu'il va y avoir des nouvelles élections? Alors, sur les élections, bah, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on n'a pas la réponse, nous. Sauf si vous avez plus d'infos que moi, Richel et Loris, mais on n'a pas encore d'espions dans le gouvernement et je ne suis même pas sûr que le gouvernement sache lui-même s'il y aura des nouvelles élections. Sur la position de Amnesty et Human Rights Watch,
Richet, je vais reprendre un petit peu ce que tu dis et je te laisserai la parole après, mais je pense que tu as donné la meilleure réponse sur un post Facebook que j'ai partagé et qu'on m'a repartagé d'ailleurs après, sans savoir que je l'avais déjà lu. En gros, c'est parce que, a priori, ces institutions veulent qu'il y ait une égalité, dire il y a eu des choses dans les deux camps. Et effectivement, il y a eu des choses dans les deux camps, sauf que 1 contre 20, il y a eu dans les deux camps, mais pas à part égale. Mais dans la façon de penser de ces institutions internationales, qui ne connaissent rien à la situation, pour qui on est juste des peuples des montagnes qui se faisons la guerre par principe et presque par plaisir, selon eux, et ben c'est normal qu'on s'entretue, donc c'est normal qu'on soit tous critiquables. Donc il faut mettre les deux camps sur un pied d'égalité, même quand ça va au mépris complet de la réalité. Iriché, je ne sais pas si tu veux compléter, vu que j'ai un peu repris ton argument du coup. Non, mais j'y souscris puisque je ne suis pas étranger à cette idée. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai inventée. Mais moi, je n'ai pas Amnesty et Human Rights Watch sur le même plan, notamment parce que c'est pas la même histoire. Reprenons les deux rapports sans s'étaler là-dessus, puisque ça va juste contribuer comment dire, à attiser l'énervement qui est déjà assez grand chez les Arméniens, et y compris chez moi. C'est que ce sont des rapports qui se basent sur des vidéos qu'ils auraient vues. Je ne sais pas sur quoi ils se sont basés, mais au final, quand on consulte le rapport, on constate que les Arméniens auraient commis plus de crimes de guerre que les Azerbaïdjanais. C'est des rapports qui sont complètement bidonnés, puisque même les comptes sur les réseaux sociaux alimentés par les autorités azerbaïdjanaises ou leurs supplétifs en termes de communication et de propagande ne font pas état d'autant de vidéos de crimes arméniens. C'est-à-dire que même les pages de propagande azerbaïdjanaise qui s'intitulent les crimes des Arméniens au Karabakh, Armenian Crimes in Karabakh, ne font pas état de ce type de vidéos. Alors certes, oui, on a des vidéos où on voit un Arménien mettre un coup de pied dans un cadavre azerbaïdjanais, on voit un Arménien tirer sur je ne sais quel bâtiment, machin, etc. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je ne crois pas que tous les peuples qui sont en proie à une tentative d'éradication se comportent pacifiquement. Quand vous venez chez les gens en menaçant de violer leurs femmes et en égorgeant et en publiant chaque fois que vous attrapez un de leurs vieillards, vous pouvez vous attendre à ce que les gens défendent leur maison, leur terre, leur vie et qu'ils n'aient pas du tout envie de vous encourager à revenir. Donc oui, il ne faut pas commettre des crimes, il ne faut pas mettre des gifles à un prisonnier, il ne faut pas taper un cadavre, oui, oui, oui. Mais il ne faut pas aussi envahir les peuples, il ne faut pas aussi les exterminer, les génocider. Et voilà, premièrement. Deuxièmement, il y a la question de la systématicité. On est là en train de comparer un type qui met un coup de pied dans le cadavre d'une armée qui veut l'envahir, et à côté, comment dire, des crimes systématiques perpétrés contre des civils et des militaires. Je tiens d'ailleurs à préciser sur cette question de militaires, lorsque un soldat ne combat plus, il passe dans la catégorie civile dans les conventions de Genève, premièrement. Deuxièmement, il faut quand même analyser les faits en fonction du contexte, sinon on parle de n'importe quoi. La plupart des gens qui ont combattu en Artsakh étaient civils la veille. Hein, c'est pas une armée on appelle ça un peuple en armes, c'est-à-dire que c'est la veille, telle femme était journaliste, tel jeune homme était à la fac. Ce sont pas, pour certains, ils n'étaient d'ailleurs même pas conscrits. Ils étaient juste engagés volontaires pour défendre leur famille. Sur Amnesty, il y a une vieille tradition n'ayons pas peur des mots, anti-arménienne, clairement. Ils ont toujours eu des positions très ambiguës sur le génocide des Arméniens, qu'ils justifiaient en privé en disant oui, mais si on parle du génocide des Arméniens, on va mettre en danger nos correspondants à Istanbul et on ne pourra plus œuvrer pour l'amélioration des droits de l'homme à Istanbul. On a vu que leur travail a très bien fonctionné d'ailleurs. Voilà. Et il y a des choses à questionner. Donatella Rovera, qui occupe des fonctions dirigeantes à Amnesty International, allez voir sa page Twitter.
très inquiétant, très inquiétant. On est dans une parole assez libre, je trouve, vis-à-vis des Arméniens, très libre même. Et quand elle s'inquiétait, ou en tout cas, elle s'étonnait du peu de reconnaissance qu'ont eu les djihadistes lors des parades à Bakou il y a quelques jours, qu'ils n'avaient pas été commémorés avec les honneurs qu'ils méritaient, enfin, c'est à se poser des questions, quoi. Est-ce qu'elle fait partie du syndicat de ces mercenaires djihadistes? Enfin, c'est quoi le truc, quoi? Enfin, moi, personnellement, je ne me soucie pas que ces pauvres gens n'aient pas reçu les 2000 $ qu'on leur a promis. Ils ont été des forces supplétives à une éradication. Ah oui, on leur a pas rendu hommage à Bakou. Oh, oui, ok. C'est incroyable ce truc. Quant à Human Rights Watch, leur rapport il est tout aussi bidon, mais c'est la preuve que le lobby azerbaïdjanais bosse, enfin que les agences de communication et de lobby payées par l'Azerbaïdjan travaillent à leur stratégie qui est l'inversion accusatoire. Je vais rabâcher ce truc-là tout le long, mais c'est ça. C'est faire passer les Arméniens pour les véritables criminels. En réalité, ça ne marche pas totalement, mais au final, on met tout le monde à égalité. C'est le relativisme ambiant, et puis ça marche, parce que personne ne veut se mouiller, c'est la neutralité bienveillante vis-à-vis du fort, donc de l'Azerbaïdjan et de la Turquie. C'est-à-dire qu'ils poussent les gens à avoir des argumentaires pour rester neutres. Vous avez commis des crimes, ils ont commis des crimes. Un partout, balle au centre. Or, en réalité, nous, on est victime d'un long processus d'extermination qui a commencé au moins en 1894 et qui n'est pas totalement achevé puisqu'il reste des Arméniens sur leur terre autochtone. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas un problème territorial, ce n'est pas un problème de droit international, c'est un problème d'existence des Arméniens. Écoutez, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions sur ce sujet. On va passer du coup au deuxième point, si ça vous va, sur la situation du point de vue militaire actuellement en Arménie et en Artsakh. Je ne sais pas qui veut commencer à parler dessus. Sinon, moi, je peux commencer. Je vais effectivement revenir sur des choses qu'on a vues sur les réseaux sociaux et que nous, on a pu constater aussi en étant en Arménie, qui sont assez inquiétantes et que j'ai déjà un peu mentionné. Mais quand on est en Artsakh, on a pris la route qui passe par Police, qui passe à Khanzolesk. Khanzolesk, on a eu un semblant de checkpoint. À l'aller, on a pris nos passeports. Au retour, on les a même pas pris. Et après, strictement rien jusqu'au checkpoint russe qui était au niveau de la Chine à peu près, peut-être un petit peu avant. Sauf qu'entre Khanzolesk et la Chine, il y a un autre village qui s'appelle Ter. Là, il n'y avait strictement aucun checkpoint. On n'a vu aucun militaire. La veille de notre départ, il y a eu des informations comme quoi des soldats azéris seraient venus à Terre. Alors, ils seraient venus avec un drapeau blanc, donc pas dans une logique guerrière tout de suite, mais pour dire aux gens de partir parce que les frontières allaient être révisées et que Terre allait devenir azerbaïdjanais. C'est inquiétant. C'est inquiétant de voir que sur la frontière, il y a des zones qui n'étaient visiblement pas protégées, sur lesquelles on pouvait passer quasiment comme dans une passoire, puisqu'on pouvait passer sans passeport, quasiment à peu près, où il n'y a pas d'armée arménienne, et où du coup l'armée azerbaïdjanaise peut revenir. Et ça, on l'a vu sur d'autres régions. On l'a vu sur les réseaux sociaux, on a vu des volontaires sur place qui le disent. Ils disent les volontaires, on est là, mais il n'y a pas d'armée. Et on le voit encore jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce qui se passe, une des questions qu'on a eues, c'était ce qui se passe aujourd'hui à Rapan. J'ai regardé un petit peu tout à l'heure, j'ai pas toutes les informations non plus, c'est pas complètement clair. Mais c'est pareil, l'armée azérie qui vient, et c'est ce qui s'est passé à Terre, c'est ce qui s'est passé aussi à Saut, je crois ce qui s'est passé hier encore. C'est peut-être un petit peu différent, mais c'est passé aussi en Artsakh hier, où l'armée azerbaïdjanaise vient et essaie d'occuper des territoires supplémentaires en Artsakh et peut-être, enfin, en tout cas, elle se fait de plus en plus menaçante à la frontière de l'Arménie, sur le seul arménien reconnu comme territoire internationalement reconnu comme arménien. Donc, la situation militaire est très inquiétante, je pense, parce qu'on voit peu l'armée arménienne dans les faits. Il y a des volontaires, mais 20 volontaires, ils ne peuvent pas résister à des drones et des tanks tout seuls, malgré tout le courage qu'ils peuvent avoir, et on a pu voir quand on était là-bas tout le courage qu'ils peuvent avoir. Le courage, ça ne suffit pas toujours, malheureusement. Et on a l'impression qu'en fait, le gouvernement arménien délègue de plus en plus sa sécurité aux frontières à la Russie. Moi, c'est en tout cas l'impression que j'en ai, c'est que le gouvernement n'essaye même plus de se protéger,
il attend que les Russes viennent. Alors, dans le cas de l'Arsar et des deux villages, Hintarer et Redzabet, je crois, c'était peut-être la meilleure solution, peut-être, je ne sais pas. Il se trouve que les villages semblent être repassés dans le giron russe, donc c'est peut-être une bonne nouvelle. En tout cas, ce n'en est pas une trop mauvaise. J'aurais espéré que ça en était une bonne. Par contre, sur la frontière arménienne, à Sotk, à Terre et potentiellement à Khapan maintenant, c'est dramatique de se dire qu'il n'y a plus personne qui protège à part les villages eux-mêmes et des gens qui viennent d'ailleurs, qui veulent se battre eux, mais que sinon le gouvernement ne fait plus rien et attend désespérément que la Russie fasse quelque chose. Donc là-dessus, je serais là aussi très pessimiste malheureusement. C'est pas le live où je serai le plus optimiste malheureusement pour ce soir, mais j'ai pas envie de mentir aux gens non plus en divulguant des mythes, en disant non, c'est bon, on va se relever, alors qu'il y a tout qui indique que non. Ils l'ont dit qu'ils allaient continuer. Et en plus, alors je ne sais pas pour te contredire du tout parce que je souscris à ce que tu as dit, mais là, on n'est plus dans la même configuration militaire que le 27 septembre. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas, là, dans leurs attaques, de drones. C'est plutôt des attaques au sol. Ce n'est pas des grosses attaques. En fait, ils profitent du fait que des endroits ne sont pas gardés ou mal gardés, en infériorité numérique, et ils viennent, quoi. Ils viennent, ils dégagent les mecs, ils tuent des gens s'ils peuvent, et puis surtout, ils gagnent du territoire. Et là, les bataillons de volontaires et l'armée régulière arménienne peuvent faire quelque chose. Parce que là, on maîtrise le terrain, on connaît le terrain, il suffit de faire le boulot, quoi. Moi, je ne donne pas de leçons, je ne suis pas un chef de guerre, j'ai toujours dit aux gens, attention au discours martial quand vous êtes tranquillement en diaspora. Mais en tout cas, là, c'est très inquiétant pour la survie de nos frères et sœurs d'Arménie, quoi. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Je ne donne pas des leçons militaires, mais là c'est possible de les garder, ces frontières. En plus, il y a les Russes, etc. Mais c'est surtout à nous-mêmes, à la nation arménienne, de les défendre, quoi. Je pense que c'est quand même plus le rôle de l'État que de groupes de volontaires, mais là, pour l'instant, c'est eux qui font le taf. Et ils avancent, et ils vont continuer d'avancer. Tu citais tout à l'heure Intarer et Redzapert. C'est pas anodin, on sait pourquoi ils attaquent là. Ils veulent désenclaver Chouchi dans l'accord qui est très favorable à l'Azerbaïdjan. La topographie n'est pas du tout à l'avantage de l'Azerbaïdjan sur la question de Chouchi, puisqu'ils devaient s'arrêter là où ils se sont arrêtés. En fait, ils ont foncé dans la région d'Adrout, ils ont foncé pour aller le plus vite possible avant l'hiver pour prendre Chouchi, qui est un objectif capital dans cette guerre, comme on le sait tous. Et donc, ils ont laissé des poches de résistance arménienne dans des villages, dans ces endroits-là. Et donc, ils se retrouvent à devoir nettoyer finalement des poches de résistance. Ça, on n'en parle pas, mais il y a des coups de feu, il y a des gens qui ne sont pas ravitaillés chez nous. Je ne sais pas quel va être le sort de ces gens. Et ils n'ont pas de route pour approvisionner Chouchi. Donc, sous escorte russe, ils ont quitté la ville et ils vont revenir. Ils vont construire une route, ça va coûter très cher, ça, mais ils veulent construire une route. Ils veulent même construire un chemin de fer qui irait jusqu'à Stepanakert. C'est pour vous dire que c'est un projet à Bakou. C'est pour vous dire qu'ils ne comptent pas s'arrêter à Chouchi. Hein. Stepanakert est une étape proche, mais je pense que, bon, voilà, s'ils ont les moyens financiers et militaires, ils continueront. Donc voilà, Redzapert et Intarer, c'est pour désenclaver Chouchi. Après, ils ont aussi fait des incursions à Metzchen et Inchen, je crois. Et là, c'est vers Berjor. En fait, c'est pour couper, pour gagner du terrain dans les zones stratégiques et pour couper l'Artsakh de l'Arménie. Voilà. C'est des stratégies militaires toutes simples. Et les tensions au sunniques, on sait pourquoi. Erdogan l'a dit, Aliyev l'a dit. La prochaine étape, c'est le sunnique. Et c'est pas anodin. Loris disait tout à l'heure que lors des discours à la parade de Bakou, Erdogan a cité Enver Pacha. En fait, il a cité Enver Pacha, le frère d'Enver Pacha, Nouri Pacha. En fait, il a cité les principaux généraux de l'armée islamique du Caucase. L'armée islamique du Caucase, c'est pas, contrairement à ce que certains ont cru par une expérience peut-être, l'armée des djihadistes venus de Syrie. Hein. L'armée islamique du Caucase, c'est Enver Pacha qui avait créé ça pour plusieurs raisons. Islamiser de manière sunnite une partie du Caucase, pas totalement sunnite, ou en tout cas pas indexé sur le sunnisme, sur la religion sunnite turque,
et aussi pour étendre le projet pan-turquiste et aussi faire une voie commerciale reliant la Turquie à la mer Caspienne en passant par le Nakhitchevan, le Zangezur et l'Azerbaïdjan. Et là, c'est ça, ce projet-là. C'est-à-dire qu'il est à la fois idéologique, le panturquisme, et à la fois économique, c'est-à-dire l'accès à la mer Caspienne et aux ressources naturelles. C'est une grande route commerciale qu'ils veulent faire. Erdogan, il l'a dit. Ça passe aussi, et Aliyev l'a dit, ça passe aussi par le Zangezur, qui est une vieille revendication turco-azerbaïdjanaise. Dans les années 20, déjà, c'était le cas. Donc, ils vont continuer. Oui. J'espère du coup qu'aucun Arménien ne se dira bon, ben, lâchons le Zangezur, comme ça, après, l'Arménie n'aura plus de problème. Parce que malheureusement, j'ai peur qu'il y ait ce genre de défaitisme-là. Quelle défaite de crédibilité pour l'Arménie quand il n'y a plus d'armées régulières qui défendent les villages arméniens. Et en termes de crédibilité, c'est grave, vis-à-vis des soldats russes qui sont là, évidemment, mais vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. C'est l'effondrement, quoi. Et c'est totalement anhistorique. C'est pas, comment dire, dans l'ADN de la présence arménienne sur ce territoire. La présence arménienne sur ce territoire part de la doctrine que Yerevan est protégé grâce aux montagnes aux alentours. Et les montagnes, c'est les montagnes du Haut-Karabakh, c'est les montagnes du Zangezur, et c'est les régions de forêt du Nakhitchevan. Donc ça, on a perdu il y a longtemps le Nakhitchevan. Mais si vous perdez toutes vos montagnes, vous ne pouvez pas vous défendre. Et il y a déjà des groupes nationalistes en Azerbaïdjan, il ne faut pas accorder beaucoup d'importance à ça, mais bon, les mecs, c'est open bar, ils y vont, quoi. Qui a décrété que Yerevan était une région azerbaïdjanaise, ils ont même fait un drapeau de séparatiste de Yerevan. Voilà. Bon, c'est, comment dire, ils ne s'arrêteront pas là, quoi. C'est pas pour jouer les Cassandres, hein, mais on le disait depuis un moment, en fait. Mais et je voudrais, c'est pas pour parler trop d'économie ou de, mais il y a aussi une vision stratégique qu'il ne faut pas perdre à l'esprit. On est dans une situation où on n'est même pas, on n'est pas du tout à égalité sur le terrain dans nos revendications. L'accord a été négocié par l'Azerbaïdjan et la Turquie en se basant sur des cartes stratégiques et sur des cartes militairement, mais aussi sur des cartes stratégiques économiquement. Ils ont récupéré des terres agricoles. Ils ont des velléités de récupérer de prendre un certain nombre de mines d'or, de mines de cuivre, etc. Donc on ne joue pas sur les mêmes cartes. Parce que les nôtres en face, et ce n'est pas un reproche, je le comprends, c'est leur terre, ils s'inquiètent davantage de protéger un cimetière, de protéger l'école du village, leurs habitations, etc. Et c'est normal, ils y vivent, c'est chez eux. Mais ils sauvent ce qu'il y a à sauver, ils essayent. Mais en face, ils sont en train de tenter d'affamer l'Arménie et le Karabakh parce que si on n'a plus de terres agricoles dans ces zones-là, on va avoir un problème au printemps. C'est effectivement, c'est quelque chose qu'on a même entendu sur place par quelqu'un du Karabakh, qui nous disait que des fois, on a gardé un village, mais on a perdu quasiment toutes les terres agricoles autour, et qu'en fait, pour la situation à venir, effectivement, il y a un risque. Alors, je ne comprends pas suffisamment bien l'arménien, je ne crois pas que ce soit le mot famine qui a été utilisé, mais en tout cas, il y aurait un risque de pénurie alimentaire sur certains éléments de base, comme le blé pour faire du pain. Parce que, certes, on a gardé le village, mais on perd les terres agricoles, et du coup, ça crée à la fois un manque sur la nourriture et aussi une situation effectivement économique, comme tu viens de le mentionner. C'est quelque chose qu'on a aussi entendu sur place quand on y était. Je voudrais faire un petit retour aussi sur un autre sujet, j'allais dire un peu plus positif, j'en suis pas sûr, mais pas trop négatif en tout cas, sur une situation géopolitique et notamment sur ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Ce qui se passe en Iran, c'est que l'Iran a largement soutenu l'Azerbaïdjan dans les mots. Alors, dans les faits, je ne sais pas si ça a vraiment été le cas. L'Iran, c'est un pays qui, en général, joue sur tous les tableaux. Comme ça, ils sont toujours du côté du vainqueur. Et là, ils ont été du côté du vainqueur, puisqu'ils ont toujours dit bravo à l'Azerbaïdjan, sans avoir forcément fait grand-chose. Mais peut-être qu'ils ont fait, je ne sais pas. En revanche, lors de la parade militaire avec Erdogan et Aliyev, Erdogan a récité un poème qui susciterait des velléités sécessionnistes chez les Azéris d'Iran. Donc, pour rappel, tout le nord de l'Iran, c'est des populations azerbaïdjanaises. C'est beaucoup plus azerbaïdjanais en Iran qu'en Azerbaïdjan, d'ailleurs. Qui ont déjà eu des volontés autonomistes, sécessionnistes. C'est pas forcément le cas, un petit peu, pas tant que ça, mais
Ça a toujours été une grande crainte pour l'Iran au niveau du centre. Et là, évidemment, quand c'est Erdogan qui récite ce poème, qui vise à réunifier ce que les Azéris appellent l'Azerbaïdjan du Nord et l'Azerbaïdjan du Sud, l'Azerbaïdjan du Sud étant donc le nord de l'Iran, ça a commencé à créer de grosses tensions entre l'Iran, la Turquie et l'Azerbaïdjan, y compris d'ailleurs chez les Azéris iraniens qui, pour certains, se sont mobilisés pour l'Iran en disant c'est pas la Turquie de venir nous déstabiliser chez nous. Évidemment, ça c'est le cas d'une manifestation qui a eu hier à Tabriz, la principale ville de l'Azerbaïdjan iranien. Ça ne veut rien dire sur le très long terme, mais ça montre que quand l'Azerbaïdjan a des revendications territoriales outre ses frontières, donc sur l'Arménie, ça devient aussi une menace pour l'Iran. Donc là, clairement, ça devient vraiment une menace pour l'Iran. Est-ce que les élites iraniennes en ont conscience? Je pense un petit peu. Est-ce que ça pourrait jouer à un changement d'alliance? Alors, changement d'alliance, c'est un bien grand mot, mais est-ce que l'Iran pourrait se rapprocher un peu plus de l'Arménie que ce qu'elle a fait ces derniers mois? Peut-être, peut-être pas. Je ne serais pas aussi optimiste malheureusement. Mais c'est important, je pense, de savoir ce qui se passe sur place. C'est que l'expansionnisme azerbaïdjanais, c'est une grande menace pour l'Arménie. C'est aussi une menace pour d'autres pays, et notamment l'Iran. Peut-être même un petit peu d'ailleurs pour la Russie, sur la partie du Daghestan aussi d'ailleurs. Je voulais juste rappeler ces éléments-là. Il y a un aspect qui est quand même central, hein. C'est qu'il faut bien distinguer qui sont les belligérants de la guerre. C'est pas que l'Azerbaïdjan, mais c'est aussi la Turquie. Et ce, depuis le début, depuis le 27 septembre quasiment, notamment avec la gestion de l'armée de l'air totalement turque, en fait. Ce qui pose d'ailleurs la question de la souveraineté d'Aliyev, hein. Est-ce qu'il a pas davantage sauvé son clan et ses intérêts personnels de famille au détriment, en réalité, de la souveraineté de son pays, hein. Parce que je ne suis plus sûr qu'il soit maître de quoi que ce soit. Quand vous avez 2000 forces spéciales turques dans votre territoire, vous avez beau être très équipé comme l'Azerbaïdjan, c'est plus la même, c'est plus pareil, c'est plus les mêmes cartes. La Turquie est un belligérant, c'est-à-dire qu'elle est pas un allié ou un soutien de l'Azerbaïdjan, elle est sur place. Ça veut dire que tout État, et on l'a vu hein, pendant la guerre, tout État qui soutiendra l'Arménie se mettra la Turquie à dos et risque d'entrer en conflit avec la Turquie. Il est évident qu'aucun État de l'OTAN n'interviendra plus qu'en racontant des salades dans leur chancellerie. Vraiment, à part verser des larmes de crocodile, la France ne peut rien faire. Ils sont dans la même alliance militaire que l'un des belligérants, en l'occurrence la Turquie. Ils ne feront rien. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant la guerre, c'est la neutralité bienveillante vis-à-vis du fort. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des implications autres avec les États qui se sont, qui se sont impliqués d'une façon ou d'une autre dans le conflit. Israël avec une aide militaire, c'est-à-dire avec la fourniture de matériel depuis le début de la guerre et pendant la guerre. Et il y a des États qui ont apporté un soutien stratégique comme la Géorgie, puisque les armes sont passées par la Géorgie. Et il y a des États qui ont apporté un soutien politique aussi, hein. C'est le cas, c'est le cas de l'Ukraine, c'est le cas de l'Italie dans une moindre mesure. Et de manière générale, le silence de l'OTAN, des États-Unis et de l'Union européenne, c'était une façon de s'engager en faveur de l'Azerbaïdjan. Donc je ne vois pas l'Iran se mettre à dos tout le monde. Même la Russie est un peu acculée. Même la Russie est assez inquiète. Que va faire la Russie si les troupes turques décident de prendre le Zangezur? Est-ce que la Russie va avoir le courage de rentrer en guerre ouverte avec la Turquie? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas du tout certain. D'ailleurs, je crois que justement en Russie, il y a un peu des contradictions là-dessus, parce que autant il y a des théories, en tout cas des gens qui pensent que Poutine est d'accord pour que la Turquie soit présente dans le Caucase pour l'éloigner un peu de l'OTAN, autant il y a beaucoup de voix en interne en Russie qui ne sont pas du tout favorables à ça. Et effectivement, il y a de plus en plus de gens qui commencent à se poser la question, ok, en Russie je parle, ok, la Russie travaille avec la Turquie, mais à quel moment c'est vraiment dans notre avantage, ou à quel moment on essaie juste de leur faire plaisir? Donc effectivement, c'est une vraie question. Est-ce qu'un jour ils rentreraient en conflit sur une question vraiment importante? C'est pas évident. C'est pas évident du tout.
Juste une chose, j'ai été long et on a beaucoup parlé et j'aimerais qu'on parle aussi de la politique intérieure de l'Arménie parce que c'est une des choses les plus importantes, hein. Mais d'ailleurs, je pense sans malice que ça peut être une transition. Je pense très sincèrement que le gouvernement Pachinian, aussi affaibli soit-il, doit prendre des mesures fermes et fortes, notamment sur les questions des frontières, là. Il faut envoyer l'armée défendre les villages en Artsakh, défendre le sunnique, c'est d'une urgence capitale. D'une part parce que s'ils avancent trop, on finira par plus rien avoir et là, ça sera compliqué. D'autre part, on ne peut pas rêver d'émancipation en demandant aux Russes de tout le temps faire le boulot à notre place. Là, on peut, c'est-à-dire que là, on peut les retenir. Et troisièmement, le gouvernement politiquement serait bien avisé de faire cela parce qu'on pourra reprocher à Nicole Pachinian, en plus de ne pas avoir gardé les frontières, mais si les tensions, si l'escalade au conflit, enfin, s'il y a une réescalade du conflit, certains esprits pourront dire, et qui pourra leur reprocher, que ça arrange bien Nicole Pachinian que ça repète, que ça arrange bien Nicole Pachinian qu'on re-rentre dans un conflit plus ouvert. Parce que s'ils rentrent et qu'ils prennent un terrain considérable, forcément, la guerre va rééclater plus que des petites incursions. Et si on ne limite pas, si on n'endigue pas ces petites avancées, il va y avoir des problèmes plus grands. Et on pourra reprocher à Nicole Pachinian d'avoir finalement détourné l'attention des gens vers une reprise du conflit. Donc, ça serait bien de faire quelque chose. Je vais revenir aussi toujours sur la situation politique en Arménie. Je vais faire un petit point sur quelque chose qu'on a entendu à la fois en Arménie et qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui est certains voudraient que l'Arménie devienne une république au sein de la Russie, en perdant donc sa souveraineté nationale, en tuant et en gardant une partie, mais devenir comme la Tchétchénie, c'est l'Arménie qui s'autogère, mais qui fait partie de la Russie. Bon, évidemment, à titre personnel, je suis contre, mais je voudrais juste revenir et faire une comparaison avec une autre république russe. Donc, je suis désolé pour la petite digression, mais je pense que c'est très important. Pourquoi il y a des gens qui veulent ça? Parce que ça permettrait de protéger nos frontières, paraît-il. Et je voudrais revenir sur l'exemple d'une république en Russie, qui est la plus petite république de Russie, qui est la république d'Ingouchie, que beaucoup souvent ne connaissent pas forcément, qui est voisine de la Tchétchénie, et qui, 2 fois depuis le début du siècle, a perdu une partie de ses terres. La première fois, c'était lors de la déportation de 1943. Une grande partie des peuples caucasiens ont été déportés par Staline, intégralement dans des conditions dramatiques, 20 à 50% de la population qui sont mortes, qui ont pu revenir en 1956 sous Khrouchtchev. Mais dans le cas de l'Ingouchie, certains des territoires de la République d'Ingouchie, qui était d'ailleurs la République de Tchétchénie-Ingouchie à l'époque, ont été annexés par la République voisine d'Ossétie du Nord. Depuis 1943 ou 1956, selon la date qu'on veut reprendre, les Ingouches se battent pour récupérer ces terres et ils ne les ont jamais eues. Pourtant, ils sont protégés par la Russie. Mais, on pourrait dire c'était l'époque soviétique, on ne sait pas trop, etc. En 2018, la République de Tchétchénie a annexé des territoires de la République d'Ingouchie, que la Russie a laissé faire. Ça veut dire que même si on est protégé par la Russie, protégé entre guillemets, rien ne nous garantit que les frontières seront maintenues. Donc toutes les autres questions de savoir sur la souveraineté, s'il faut la garder ou quoi, c'est encore un autre débat. Mais ceux qui croient que la Russie protège les frontières à l'intérieur de son pays, de ses républiques, les Ingouches sont là pour rappeler que ce n'est pas forcément le cas. Et j'aurais juste cité une citation d'ailleurs qui était dans un article du Monde sur des militants Ingouches à cette époque qui étaient complètement écœurés par la situation et qui, la citation à mon avis, est révélatrice aussi de ce qui se passe avec l'Arménie. Le militant dit « Il n'y a que les faibles qui réclament justice, les forts l'instaurent eux-mêmes. Il est temps de passer de la posture humiliante du toujours demandant à celle d'un homme qui exige la justice. Il est temps de comprendre dans quel système nous vivons. C'est un système cruel, impitoyable, cynique. » Dans un monde pur et parfait où le droit international tranche, je dirais que cette citation est très triste et très violente. Dans le Caucase, on est entouré par la Turquie et l'Azerbaïdjan, et où le droit international, c'est un concept très flou, aussi flou que lointain, sans offense d'ailleurs pour les juristes ou pour les institutions internationales. Quand on voit à quel point c'est éloigné de la réalité,
Je suis obligé de dire que cette citation, elle est tout à fait vraie pour les Ingouches, elle est tout à fait vraie pour les Arméniens. On ne peut pas attendre désespérément qu'il y ait une puissance supérieure qui vienne et qui nous protège. Quand je parle de cette puissance, je parle du droit international, je parle aussi de la Russie. Être une république au sein de la Russie ne protégera pas nos frontières. C'est pour un sacré coup de poker que d'y croire. Et en plus, dans ta citation, c'est pas tant de droit dont tu parles, mais de justice. Oui, Et je mets au défi quelqu'un dans nos auditeurs, peut-être que c'est possible, hein, de trouver une justice internationale rendue par le perdant. complètement. C'est rare, c'est très rare. Enfin, je veux dire, à Nuremberg, c'est les gagnants c'est les gagnants de la guerre qui ont dressé un tribunal international pour faire justice internationale. Et c'est d'ailleurs peut-être l'une des raisons pour lesquelles les Arméniens, en 1915, n'ont pas eu de justice internationale. On n'était pas les gagnants. Au Rwanda, le Front patriotique rwandais a gagné la guerre. Donc, il y a eu un génocide contre les Tutsis, mais une victoire militaire des partis de résistance Tutsis. Donc là, ils ont mis en place des processus de justice. Sur la question de la souveraineté de l'Arménie, c'est une vieille question, ça. Et on a un rapport particulier, nous les Arméniens, avec cette idée de souveraineté. Rappelez-vous, en 1918, chute de la Transcaucasie, les Arméniens n'avaient pas forcément comme revendication première d'être un État indépendant. En 1991, l'indépendance de l'Arménie suite à la chute de l'Union soviétique, les mots sont dans l'énoncé. Ce n'est pas une lutte de libération nationale qui a amené l'avènement de l'État arménien, de la Troisième République, etc. C'est parce que l'histoire nous a mis sur ce chemin-là. Bien sûr, il y a toujours eu, en 1918 comme en 1991, des mouvements en faveur de la souveraineté. Mais on a un rapport ambivalent à cette souveraineté. Si l'Arménie doit devenir une république au sein de la Russie, c'est à deux acteurs principaux d'en décider. D'abord la Russie, je ne crois pas que ce soit leur souhait de récupérer tous les problèmes de l'Arménie, notamment l'agressivité turque avec laquelle, et je le redis, la Russie a du mal à se départir, beaucoup de mal à se départir. Poutine, je crois, est moins fort que ce que les Arméniens le voient et ce que la propagande russe essaye de le montrer. Voilà, premièrement. Et deuxièmement, c'est une décision qui reviendra en dernier ressort au peuple arménien. Et je ne suis pas sûr que lorsqu'il sera temps de voter, les Arméniens seront aussi catégoriques sur le fait de vouloir appartenir à la Russie. On en parlera peut-être tout à l'heure, je ne sais pas, mais avec la Russie aussi, on a un rapport assez ambivalent, les Bien Arméniens. sûr, mais ça va dans le sens du grand renoncement national qui ronge les Arméniens depuis des siècles. Hein. La recherche d'un grand frère, quel qu'il soit. Pour certains, ça a été le sultan. Je crois même que pour André Manoukian, c'est toujours la recherche de l'amitié du sultan, d'ailleurs, la bienveillance du sultan, si je me rappelle bien ses écrits en pleine guerre. Ça a été pendant des décennies, on nous a dit, c'est les États-Unis, on nous a dit. Il suffirait que les États-Unis reconnaissent le génocide arménien pour que ce soit bon, ce soit réglé. Bon, je crois qu'ils l'ont reconnu 3 fois, le génocide arménien, les États-Unis. Je ne vois pas un règlement du conflit. Donc, il faut juste être sérieux. J'avais lu des écrits sur les réseaux sociaux disant que la Russie, tous les 100 ans, laissait tomber les Arméniens. Il était question de 1920-21 avec le don du Nakhitchevan et de l'Artsakh à l'Azerbaïdjan et de 2020. Il y a aussi 1820, 1824, il me semble, hein, où le tsar demande aux Arméniens de se battre avec lui contre les Perses, auquel cas, par la suite, ils auront une Arménie indépendante. Les Arméniens se battent pour les Russes et après, ils deviennent une colonie russe. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire la guerre à la Russie, mais il faut être sérieux. Le gendarme du monde à l'heure actuelle, ça ne dure pas les États-Unis, ce n'est pas non plus la Russie, c'est un peu plus complexe que ça. La Russie de maintenant n'est pas la Russie d'il y a 15 ans. Entre-temps, il y a eu des sanctions internationales, il y a eu des crises économiques, il y a eu une guerre en Ukraine, il y a eu une guerre en Syrie. Et la preuve en est que l'armée turque a déjà abattu un avion russe en Syrie. La réaction russe a été inexistante. Mais réellement, il n'y a eu rien. Il suffit qu'Erdogan se soit excusé.
Il y a un hélicoptère russe qui a été abattu pendant la guerre, la guerre qui vient de s'achever. On n'a pas vu non plus une réaction de la grande Russie qui n'existe pas. Voilà, c'est un État qui a perdu aussi parce que la Turquie est rentrée dans le Caucase. La Turquie est rentrée dans le Caucase, dans la zone d'influence proche de la Russie. C'est un peu équivalent à la crise des missiles de Cuba pendant la guerre froide. C'est venir sur le terrain de l'autre, dans son précaré. Et là, c'est plus la guerre froide, mais c'est un risque de déclenchement d'une guerre directe. La Russie ne veut pas ça. Jusqu'à présent, la Turquie ne le voulait pas non plus, mais il semble que Erdogan soit dans un rapport un peu plus conflictuel hein, dans ses relations internationales. N'oublions pas tout de même que les relations internationales, c'est-à-dire les relations entre États, ne sont pas des rapports d'affection, ce sont des rapports d'intérêt. Il n'y a que les Arméniens, je crois, qui pensent que la géopolitique, c'est je t'aime ou je ne t'aime pas. Je suis copain ou je ne suis pas copain avec toi. Ça va au-delà de ça. Poutine n'a jamais eu d'affection particulière pour Bachar el-Assad. Il le traitait même d'idiot en privé. Pourtant, il l'a défendu parce que c'était les intérêts de la Russie, d'une part, et d'autre part, parce que Bachar el-Assad obéissait à la Russie. C'est d'ailleurs pour ça que de pire ennemi, soi-disant, Nicole Pachinian est devenu le meilleur ami de Poutine, et ça changera demain, selon les intérêts, la propension à obéir et la propension de Pachinian à se maintenir ou pas au pouvoir. Voilà, tout ça est plus compliqué. Et ce n'est pas un rapport de je t'aime ou je ne t'aime pas. La Russie et la Turquie ne sont pas des ennemis. Ce sont des adversaires dans certains lieux, dans certains théâtres géopolitiques, mais des partenaires dans d'autres. Et la Russie a un problème géographique qu'on oublie souvent. Et c'est une vieille doctrine russe. Vous savez, la Russie ne réagit pas à l'affectif. Elle réagit en fonction du long terme. La Russie, ça ne lui pose pas de problème que les Turcs rentrent au Karabakh parce que c'est dans le traité de Moscou. Le traité de Moscou entre la Russie et la Turquie, c'est de dire, dans un traité d'amitié, que, que la Turquie a le droit d'intervenir dans les affaires territoriales de l'Azerbaïdjan. Et si l'Azerbaïdjan considère que l'Artsakh est un problème territorial, eh bien, ça fait partie de ce traité d'amitié. Donc finalement, la Russie est dans la continuité. Elle est fidèle à elle-même et voilà. Elle est fidèle à sa stratégie qui consiste à dire qu'elle est bloquée dans son territoire. Ces deux portes de sortie, c'est l'Ukraine, historiquement, avec la mer Noire, mais avec les plaines d'Ukraine, etc. Et c'est le Sud-Caucase. Mais le Sud-Caucase ne lui sert à rien si la Turquie bloque. Pour faire des échanges économiques, c'est ces deux portes de sortie. Sinon, la Russie est enclavée. Et ça, Poutine ne l'ignore pas. Ça s'appelle le pan-russisme. Et c'est aussi intangible que le pan-turquisme. Mais c'est surtout que la Russie doit avoir des bonnes relations avec la Turquie. Et mathématiquement, quand la Russie et la Turquie s'accordent, c'est mathématiquement l'Arménie qui trinque au fur et à mesure de l'histoire, et c'est ce qui est aussi en train de se passer. Loris, je voulais rebondir sur quelque chose que tu disais, et je m'excuse auprès des gens qui nous regardent et surtout qui nous écoutent, parce que la conversation peut paraître décousue. Tu disais cette idée que l'Arménie devienne la Russie, enfin une partie de la Russie, c'est dans la continuité de ce rapport à l'idée d'un grand frère, d'un protecteur, je dirais même, je ne sais pas si tu as prononcé le mot, d'un sauveur. On est sans arrêt à la recherche d'un tiers libérateur. Ça s'explique premièrement parce que on est dans un état de faiblesse qu'on peut comprendre. Moi, je jette la pierre à personne. C'est quelque chose de courant chez les Arméniens de chercher un tiers libérateur. La justice internationale, c'est un tiers libérateur. Hein. La reconnaissance du génocide, c'est aussi l'idée d'un tiers, d'un sauveur, de quelque chose qui nous sauverait, mais quelque chose d'extrinsèque, quelque chose d'extérieur à nous. La reconnaissance par les États-Unis, la protection des États-Unis, la protection de la Russie. C'est toujours cette idée-là que quelqu'un fera à notre place ce que l'on ne veut pas ou que l'on n'est pas capable de faire. Et je crois, hélas, qu'il n'y a que nous qui pouvons nous sauver. Quand je dis nous, ce n'est pas uniquement l'État arménien ou la nation arménienne d'Arménie, mais de manière générale. On doit se serrer les coudes, être unis. Et ce n'est pas que des mots creux, mais pour prendre
notre destin en main. C'est la seule solution. Advienne que pourra, mais il faut essayer. Pour revenir un petit peu sinon sur l'Arménie en tant que telle et la diaspora et la crise entre les pro-Pachinian, pro-oligarques, on va dire, anti-Pachinian. D'ailleurs, je pense que c'est intéressant de diviser plutôt en trois qu'en deux. C'est pas juste des Oui, pro-oligarques et des pro-Pachinian. Il y en a oui, qui sont pro-Pachinian et pas pro-oligarques. Alors moi, personnellement, j'ai évidemment pas beaucoup d'avis. Je ne serai jamais pro-oligarque. Je pense que Nicole Pachinian a enchaîné les erreurs, signé le cessez-le-feu, ça peut peut-être se comprendre dans un contexte, mais là, qu'il n'y ait pas d'armée qui soit envoyée, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Et il y a une question d'ailleurs qui dit pourquoi l'armée n'est pas déployée. Honnêtement, tout ce que j'ai pu voir, personne n'a la réponse, on ne comprend pas. Et de ce qu'on a pu voir en Arménie, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et quand je dis beaucoup de gens, ce n'est pas juste les chauffeurs de taxi, mais à toutes les échelles de la société, beaucoup de gens ne comprennent pas exactement ce qui se passe. Je voudrais juste rappeler quelque chose que j'ai du coup qu'on a pu voir pendant notre voyage en Arménie, c'est qu'au final, oligarques, Sarkissian, Kotcharian ou Pachinian au pouvoir, là il n'y a plus vraiment d'État qui existe, et c'est la population qui se débrouille toute seule, que ce soit pour aider les réfugiés, que ce soit pour défendre, dans la mesure de ce qui est possible, les frontières. Donc, de savoir qui doit être au pouvoir, encore une fois, je ne cherche pas à soutenir les oligarques, ce ne sera jamais mon point de vue, mais les gens qui pensent que Nicole Pachinian, c'est l'échec complet de l'État arménien, peut-être, mais ça n'empêche pas la société civile de se mobiliser. Donc, mon point de vue, qui n'engage que moi, hein, je ne prétends pas, encore une fois, donner des leçons à qui que ce soit, même si je suis passé une semaine en Arménie, ça ne me donne pas plus de droits que n'importe qui d'autre. Mais mon point de vue, c'est qu'au lieu de se prendre la tête à savoir est-ce que Nicole doit démissionner aujourd'hui, est-ce qu'il doit démissionner demain, est-ce qu'il doit démissionner dans 6 mois, est-ce qu'il faut qu'il y ait des élections anticipées, est-ce qu'il faut que ce soit quelqu'un de son parti qui vienne, est-ce qu'il faut que ce soit les oligarques, est-ce qu'il faut que ce soit Manoukian, il y a énormément de sujets maintenant qu'il faut régler maintenant. Et donc, au final, ils sont en train de se régler, je ne sais pas, mais des gens prennent en main ces sujets maintenant, indépendamment de qui est au pouvoir. Et je pense qu'au lieu de se concentrer sur ces luttes politiciennes, il faut agir vraiment sur le terrain. Que ce soit sur la défense du pays, que ce soit pour aider les populations sur place, les réfugiés, les autres, aider à reconstruire ce qui est encore reconstructible dans la société arménienne. Je pense que c'est primordial et que, au final, savoir qui est au pouvoir, quand on voit le vide de l'État actuel, c'est qu'en fait, l'État actuel, il n'était pas si nécessaire. Alors, si on en avait un, ça serait beaucoup mieux. Mais là, en l'état actuel des choses, au lieu d'aller se battre pour savoir qui il faut que ce soit entre des anciens à recycler et des nouveaux toujours en place, il y a d'autres choses plus urgentes à faire, je pense, maintenant. C'est que mon avis, évidemment. Oui, 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 bien sûr, mais moi, je pense qu'il serait dans la logique que si Nicole Pachinian veut être fidèle à la philosophie du soulèvement de 2018 et à de la promesse de plus d'égalité, de plus de justice, plus de transparence, plus de démocratie, il ne faut pas passer par quatre chemins. Il faut remettre sa place en jeu dans un jeu démocratique. Et donc, ça passe par une démission. Moi aussi, je ne veux pas me prononcer dans les pro-Nicole, anti-Nicole, etc. Je crois que ça n'a pas vraiment de sens. J'ai pu constater tout de même qu'au moment où on pouvait entamer tous ces débats plus sereinement, au moment de la paix, tout le monde appelait à la responsabilité, au calme, à être raisonnable. Et tout le monde se retranchait derrière une éthique de responsabilité pour emprunter, en galvaudant bien évidemment, l'expression weberienne. L'éthique de responsabilité. Soyons raisonnables, ne débattons pas, il y a des risques. On était pourtant dans une période de relative paix. Et quand la guerre a démarré, certains ont perdu leur sang-froid et de cette fameuse éthique de responsabilité, ils sont passés d'un coup, alors que ce n'était pas du tout le moment, à une éthique de conviction. Ils se sont mis à avoir des idées, des convictions et à vouloir jouer des jeux politiciens alors qu'on était en plein marasme, en pleine guerre. Et je crois, c'est pas pour plaider pour le mouvement auquel j'appartiens, mais que Chajoun a fait l'inverse. Quand c'était la paix, on débattait. On mettait sur la table des questions que l'on estimait être intéressantes. Que ça soit en faveur du soulèvement de 2018 ou contre Nicole Pachinian, en tout cas sa politique, notamment au moment des réformes fiscales, au moment de ses discours ultralibéraux, etc. Et quand la guerre a commencé,
on s'est contenté de retrousser nos manches et d'aider comme on pouvait. Et je crois que il faut garder notre sang-froid. Je suis toujours de ceux qui disent, eh bien, si c'est le bazar, que ça soit le bazar, que les choses s'expriment. Je crois que ceux qui veulent manifester à Yerevan, voire même ceux qui veulent, pour les raisons qui sont les leurs, déstabiliser le gouvernement en place, eh bien, c'est leur droit dans la démocratie. Et si Nicole Pachinian veut assumer cette promesse de 2018, eh bien, il doit assumer ça aussi. Dans la démocratie, c'est injuste, mais c'est comme ça. Vous perdez la guerre, eh bien, c'est vous le responsable. Même si ce n'est pas que vous le responsable, et même si ce n'est pas que vos 2 années d'exercice qui peuvent faire perdre une guerre, quoique c'est discutable, mais je crois bien sûr qu'il y a un temps plus long. Voilà. On ne modernise pas une armée en 2 ans. Je ne suis pas sûr que Nicole Pachinian avait l'intention de moderniser l'armée, mais bon, bien sûr qu'il y a des erreurs qui ont été commises, notamment une erreur qui, à mon avis, est philosophiquement terrible. Penser que l'Artsakh pouvait se défendre tout seul. Alors, bien sûr, l'Arménie a aidé, mais vraisemblablement pas assez. Aujourd'hui, on en a les preuves. L'Arménie n'a pas assez aidé l'Artsakh. Et pourtant, ça cassait avec le discours de Nicole Pachinian qui disait que l'Artsakh était arménien. Mais si l'Artsakh, et il a répété tout le temps ça, Artsakh Ayastan est ouvert dans ses discours. Mais si l'Artsakh, c'est l'Arménie, il fallait faire différemment, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, voilà, moi je pense que Nicole Pachinian devrait démissionner. J'aime pas m'avancer sur des logiques de politique intérieure, c'est au peuple de décider, mais là, il démissionne, et le peuple décidera. S'il veut de lui, eh bien, il votera pour lui massivement. S'il veut de lui avec des réserves, il votera pour lui avec des réserves, et puis s'il ne veut pas de lui, eh bien, advienne que pourra, c'est la vie aussi, ça. C'est le jeu de la démocratie qui a été, du moins la démocratie représentative, qui a été instaurée depuis mai 2018. Effectivement, il faut l'assumer, mais surtout que, moi, de mon point de vue, le problème éventuel qu'il y a avec Nicole Pachinian à l'heure actuelle, c'est pas, moi, je ne reproche pas d'avoir été malfaisant. Moi, je reproche surtout de ne pas avoir été assez bon au regard des 25 ans de pillage qui ont eu lieu. Pour la question de la modernisation de l'armée, je n'ai pas le détail de la réponse. Il a lancé la production de Kalachnikov il y a 1 an. Tant mieux. Mais vous imaginez qu'un pays comme l'Arménie et le Karabakh, en guerre depuis 1988, parce qu'en 1994, c'était un cessez-le-feu qui était signé. Hein. Ce n'était pas la fin de la guerre. Jamais, à un seul moment, l'Arménie a lancé une production militaire. Donc c'est pour ça que l'Arménie doit se dire maintenant, je pense, très vite, on lance de la recherche militaire, on lance de la production militaire, et parce que ça n'ira pas assez vite et que beaucoup de gens s'accordent à dire que la guerre reprendra en mars ou un peu plus tard, quand l'hiver sera fini, achetons des armes. Parce que l'une des raisons, très certainement, pour lesquelles il n'y a pas eu une mobilisation générale en Arménie des hommes, on parle de 20 ans à 50 ans, c'est aussi parce qu'il faut 400 000 armes en plus. Enfin, il y a une certaine logistique à avoir. Et là où certains voudraient se dire vendons la souveraineté nationale à la Russie, essayons d'abord d'en avoir une, et elle se défend, la souveraineté nationale. Moi, je n'apprécie pas spécifiquement la guerre, hein, mais il n'empêche que là, c'est une question de survie. C'est une question de survie, et l'État arménien, c'est là où je dis que je pense que Nicole Pachinian n'a pas été assez bon, c'est que l'État arménien doit revêtir les formes de la survie nationale. Et qu'il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. On a eu de le cesse de dire, je crois même qu'on a parlé dans la première émission de Charles Joum qu'on avait faite sur YouTube, ou dans la deuxième peut-être, enfin bref, ça n'a pas d'importance. La première en 2018. Mais le libéralisme a des conséquences terribles sur le peuple au Brésil, aux États-Unis, je parle du libéralisme économique, hein, au Brésil, en Russie ou aux États-Unis, ça ne met pas en péril les États-Unis, la Russie ou le Brésil. Mais en Arménie, si. En Arménie, si, que le libéralisme soit mafieux ou pas mafieux, que celui qui vous vole tout soit un oligarque ou un homme d'affaires,
Le problème, c'est que les Arméniens s'en vont. Et je rappelle que du temps de l'Ancien Régime, Aliyev n'avait pas autant de déclarations belliqueuses. Il se contentait généralement de dire qu'il n'aurait pas besoin d'envahir l'Arménie parce que l'Arménie se viderait d'elle-même. Donc, il faut trouver les formes d'un État fort qui garantisse la survie, pas du peuple arménien seulement, mais de la nation en tant que telle. Pourquoi est-ce que les femmes ne font pas le service militaire en Arménie? Il faut se poser la question. L'égalité, elle revêt aussi cet attrait-là. Et je ne veux pas, de nous, diaspora, surtout pas donner de leçons ou de nous mettre à part, mais il faut qu'il y ait un système de réserve des Arméniens de diaspora volontaires, et il faut qu'ils soient nombreusement volontaires pour défendre un minimum militairement le pays. Là, il y a quand même eu des centaines et des centaines de personnes inscrites pour se porter volontaire en Arménie pendant la guerre, qui n'ont pas été appelés. Ce n'est pas un reproche d'ailleurs ce que je fais envers la République d'Arménie, sans aucune formation militaire généralement. Hein. Mais maintenant, il faut redoubler d'efforts. Sinon, je ne sais pas, enfin, je ne pense pas que l'Arménie, en l'état actuel des choses, sans protéger sérieusement ses frontières et avec l'effondrement de l'État, je ne sais pas si l'Arménie pourra subir un deuxième assaut, pourra résister à un deuxième assaut comme, aussi fort que le premier. Tu dis, Loris, que Nicole Pachinian n'a pas été bon, mais pouvait-il être meilleur? C'est ça la question. Pouvait-il être meilleur? Alors, on ne va pas juger du bilan de 2 ans de Pachinian. Moi, je n'ai pas l'impression que ça va durer. Hein. Je pense que dans les jours qui viennent, il sera contraint de démissionner. S'il était dans un esprit comment dire, de cohésion nationale, il passerait directement par les élections et éviterait que les choses dégénèrent, peut-être. En tout cas, pouvait-il être meilleur? Parce que moi, je pense très sincèrement, et on le disait en 2018 déjà, dans cette fameuse émission dont tu parles, Loris, c'était quelques mois après la révolution de velours, on disait que, en filigrane, enfin, on disait avec d'autres mots, mais que finalement, Nicole Pachinian était l'homme d'un soulèvement. Il représentait la personne chargée de mettre en œuvre les désirs du peuple arménien de plus de justice, de plus de liberté, de transparence et d'égalité et de justice sociale. Mais en réalité, pouvait-il faire mieux, sachant que c'est un libéral économique? Je ne crois pas que le libéralisme économique peut participer au renforcement de l'État. C'est tout le contraire. Le libéralisme économique, voilà, encore un tiers sauveur, encore un tiers libérateur, le libéralisme économique. Le capitalisme nous sauvera. Hein, on a eu la Russie, on a eu les États-Unis, maintenant c'est le libre-échange qui va nous sauver. Je ne crois pas. Aide-toi et le ciel t'aidera, sans citer l'évangile, mais c'est comme ça, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Il fallait, il faut, et c'est pas trop tard, parce que tant qu'on est encore debout, il faut faire les choses, construire une véritable économie en Arménie. Une véritable économie, c'est pas uniquement attirer des startups, comme dirait le président actuel de l'Arménie, membre du conseil d'administration jusqu'à il y a quelques temps d'une multinationale qui s'apprêtait à saccager les forêts d'Arménie. C'est pas uniquement de dire Google et Amazon, venez vous installer chez nous. Le développement économique, c'est d'agir. Hein, c'est pas uniquement aussi une meilleure répartition des richesses. Moi, je suis pas dans la tendance des SOSDEM de la France Insoumise ou de l'UCL qui pensent qu'il faut juste mieux répartir les richesses ou être plus sympa avec les forts pour qu'ils soient moins méchants. C'est pas ça. Il y a des rapports de force dans la vie. Et ces rapports de force, c'est dire que l'Arménie est acculée à cause des puissances impériales qui l'entourent, à cause de ses ennemis héréditaires, et ce n'est pas nous qui les avons choisis, ces ennemis héréditaires, mais eux qui veulent notre extermination. Mais l'Arménie est aussi en proie à la prédation du capitalisme mondial. Et ça, qu'on le veuille ou non, les peuples faibles et les peuples en danger subissent encore plus durement cette violence capitaliste. Et Pachinian n'avait pas du tout envie de sauver l'Arménie de ça. Et on ne peut pas construire un État fort en espérant que les autres viennent le construire à notre place, notamment les multinationales. Ce n'est pas une critique acerbe de Pachinian qui est nouvelle parce qu'il va partir. À Khaljoum, on est plutôt dans la contradiction et on disait ça en 2018 déjà.
construire un État fort, c'est pas attendre des autres qu'ils le fassent à notre place. On a quelques questions sur le rôle de la diaspora, à savoir est-ce que Nicole Pachignan écoute la diaspora et pourquoi la diaspora n'est pas appelée pour la collaboration, comment la diaspora peut être une valeur ajoutée. Pour donner un début de réponse là aussi, notamment avec ce qu'on a pu voir sur place, l'État arménien ne sait pas parler à la diaspora. Je ne veux pas trop anticiper sur le prochain live, mais pour le dire simplement, l'État arménien, et c'est pas pareil, il ne s'agit pas de parler de Pachinian là-dessus, hein, c'était bien pire d'ailleurs à l'époque des oligarques, l'État arménien ne sait pas encore travailler avec la diaspora. Qui plus est, je dirais que je ne suis pas sûr que la diaspora sache forcément travailler avec l'État arménien non plus. Je vais donner une petite anecdote sur laquelle il faudra peut-être me contredire parce que je ne suis pas sûr de moi à 100%, mais la plupart des institutions arméniennes de France représentent assez peu les Arméniens d'Arménie. Il y a beaucoup les Arméniens de France qui sont venus après le génocide, il y a beaucoup les Arméniens de Turquie, les Arméniens du Liban. Les Arméniens d'Arménie, qui ont quand même un lien beaucoup plus direct avec l'Arménie que nous, Arméniens de France, du Liban, de Syrie et autres. Les Arméniens d'Arménie, eux, sont très peu présents dans ces institutions. Donc, est-ce que ces institutions sont sont vraiment efficaces dans leur dialogue avec l'État arménien? On peut se poser la question. Dans les faits, et vu l'échec du lobbying de la diaspora de manière générale, et en particulier en France dans cette guerre, je pense que non. Je pense qu'effectivement, la diaspora n'est pas non plus très efficace dans son dialogue avec l'Arménie. Donc, il ne s'agit pas de jeter la pierre d'un côté ou de l'autre. Le problème vient des deux côtés. Il faut comprendre que la diaspora et l'Arménie, c'est quand même des histoires qui sont assez différentes. Pour les Arméniens de France, de Syrie, du Liban, c'est surtout des mémoires qui se construisent à travers l'exil, à travers le génocide, mais qui n'ont pas connu le stalinisme, qui n'ont pas connu le tremblement de terre de 88, etc. Sauf pour le cas des Arméniens d'Arménie, du coup, qui sont venus un petit peu plus tard. Donc forcément, le dialogue est un petit peu compliqué. Qui plus est, il y a toujours eu cette opposition entre d'un côté les Arméniens de Turquie et les Arméniens du Caucase, depuis les élites du 19e siècle, où les Arméniens d'Istanbul disaient que les autres sont des Russes, et que les Arméniens de Tiflis disaient que les autres sont des Turcs. Il y a toujours eu un petit peu cette contradiction que, évidemment, on ne va pas pouvoir résoudre du jour au lendemain. Néanmoins, il faut évidemment que ça change. Il y a de plus en plus de gens qui vont en Arménie de la diaspora. Il y en a qui essaient de s'y installer, en tout cas au moins pour une petite période, si ce n'est pour une longue période. Il y en a qui on a rencontré sur place, qui sont partis faire des stages de formation militaire sur place, ou qui sont partis se battre sur place. Donc il y a des ponts qui commencent à se créer. Ça ne date pas de la guerre, hein, ça date déjà depuis avant. Il faut que ces ponts continuent à se créer. Mais au niveau de l'État en tant que tel, je ne suis pas sûr qu'il y ait à court terme, en tout cas, qu'il y ait un vrai dialogue qui arrive à se mettre en place parce qu'il y a vraiment des problèmes dans la compréhension mutuelle qui s'expliquent par des causes historiques anciennes et par des causes un peu plus récentes qui sont complexes. Mais pas seulement, pardon, excuse-moi de te couper, Thomas. Non, c'est bon. Mais pas seulement, il y a des ponts qui sont en train de se couper, de se créer effectivement depuis un certain temps, mais sauf que là, il y a un État maintenant. Donc l'État doit construire des ponts et ne pas attendre qu'ils se fassent de même, quoi. L'État doit construire des ponts. Ça veut dire que l'État, enfin moi je reviens sur des propositions qui n'ont rien de révolutionnaire. L'État doit prendre des Arméniens de diaspora pour les former militairement, leur apprendre l'arménien et occidental et oriental, et pouvoir créer une sorte d'armée de réserve, même s'il y a des rapports au front directement. Mais là, il y a un État. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire au fil du temps, seulement au fil du temps, les choses s'amélioreront. Il faut émettre d'une autre. Par contre, moi, je me suis toujours dit, je me suis toujours mis à la place d'un Arménien d'Arménie lambda. Et je vois quand même la cruauté de l'histoire, pour le coup, quand je suis assez autocritique sur la question de la diaspora quand même, qui pendant 25 ans, il y en a une diaspora qui n'a quasiment rien dit de ce qui pouvait se passer en Arménie, de toutes les horreurs qui pouvaient se passer en Arménie, parce qu'à une époque, c'était la faim, à une autre époque, c'était la répression avec des assassinats politiques, à une autre époque, c'était presque le couteau dans le dos vers l'exode, du temps de Sarkissian. Je vais reprendre l'exemple de l'UGAB, que je n'aime pas citer forcément
d'institutions, parce qu'on n'est pas là, moi je ne veux pas être dans la dénonciation spécifiquement, mais franchement, l'UGAB, alors, qui est un peu plus fine dans sa déclaration, parce qu'elle n'appelle pas clairement à la démission de Pachinian, mais c'est tout comme. Tu parles de la déclaration publiée hier ou avant-hier de l'UGAB, là, c'est ça? Oui, hier, il me semble. Appelant à la démission de Pachinian. Oui, avec quelques finesses d'ordre sémantique, peut-être, dans le corps du texte, mais la ligne de l'UGAB depuis sa création, c'est de soutenir l'institution, l'autorité étatique en place. Tellement qu'il y a eu même, ça a été assez conciliant à une époque, même dans l'Empire ottoman, mais il y a eu le soutien à la Première République d'Arménie parce que c'était une République d'Arménie. Il y a eu 70 ans de soutien à la République d'Arménie socialiste soviétique, donc à l'Union soviétique, parce que c'était quand même l'Arménie, même si c'était l'Arménie soviétique. Le soutien à l'Arménie de Levon, le soutien à l'Arménie de Robert, le soutien à l'Arménie de Serge Sarkissian. Et c'est aujourd'hui que l'UGAB dit que Pachinian doit partir. C'est difficile de se poser honnêtement la question quand on voit autant de malhonnêteté, quoi. C'est-à-dire que l'UGAB n'a rien dit pendant les protocoles arméno-turcs, 2008. Pendant 70 ans, dont une énorme partie d'une dictature très dure pendant les purges staliniennes, n'a rien dit. Et c'est aujourd'hui qu'il y a une condamnation. Franchement, depuis New York. Depuis New York. Franchement, on est à deux doigts de la honte à ce niveau-là. Adam Alachin, qui, je pense, aurait été mieux avisé de nous expliquer pourquoi Dieu ne nous a pas aidés pendant ce conflit, parce que c'était la rhétorique d'un certain nombre de personnes de dire que Dieu était avec nous. On l'attend toujours d'ailleurs. Bon, on a l'un de ses représentants, la personne d'Adam Alachin. Adam Alachin s'est positionné contre. Alors là aussi, avec tout un tas de paroles sinueuses, mais contre la révolution au Liban. Je vous rappelle, le peuple, y compris le peuple arménien, meurt de faim au Liban, quoi. Contre la révolution de velours de 2018. Et c'est aujourd'hui qu'on nous dit qu'il faut démissionner. C'est quand même, on peut être que très amer vis-à-vis de ça. Et je me mets à la place d'Arméniens d'Arménie qui ont attendu le changement pendant longtemps, mais qui ne sont pas heureux de la situation militaire non plus, mais qui doivent quand même être très amers aujourd'hui, je pense, sur la diaspora. Mais je souscris à ce que tu dis, Loris, en disant peut-être que si les organisateurs des manifestations actuelles en Arménie n'étaient pas ceux qu'ils sont, je pense, moi, qu'il y aurait beaucoup plus de monde dans les manifs. Bien sûr, c'est une certitude. Parce que il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis qui nécessitent, qui sont, à mon avis, des appels à des débats plus profonds encore, et on pourrait durer longtemps sur ça, mais il ne faut pas, et c'est Thomas qui le disait tout à l'heure, noyer la détresse d'une grande partie du peuple qui n'est pas content de Pachinian dans les simples revendications de reprise de pouvoir en fait des anciens, quoi. C'est eux qui sont organisés, mais en réalité, il y a une colère du peuple que l'on peut comprendre, que l'on doit comprendre, qu'on est obligé de comprendre de toute façon. Sur l'UGAB, je ne pense pas qu'ils ont fait cette déclaration pour la première fois de leur histoire. C'est la première fois de leur histoire qu'ils font ce type de déclaration sur la politique intérieure de l'État arménien, et en plus de ça, ils demandent la démission du chef d'État. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils ont des preuves d'une trahison de Pachinian, une vraie preuve, je ne parle pas du fait d'un manque d'implication, etc., mais je parle d'une vraie preuve, ou est-ce que tu penses qu'ils ont eu vent que Pachinian allait partir très prochainement, une information qu'on n'aurait pas nous, et que justement, ils se positionnent, je ne sais pas. Même si on ne peut pas prédire l'avenir, surtout pas en politique, et encore moins en politique en Arménie d'ailleurs. Mais il semblerait que, je pense que les heures ou les jours de Pachinian soient comptés, parce que on n'a pas l'habitude de voir l'UGAB à l'avant-garde de la barricade, généralement, en termes politiques. Donc je pense que les dés sont déjà joués. Ça traduit ça, je peux me tromper, mais ça me semble traduire ça. Sur la diaspora, maintenant, je ne me suis pas exprimé sur la diaspora en tant que telle.
On dit souvent, mais qu'est-ce qu'a fait l'Arménie pendant 30 ans pour améliorer les choses, pour être plus forte, etc. Mais on peut se poser la question, nous qui sommes diasporiques, qu'est-ce que l'Arménie a fait en 30 ans pour renforcer l'État arménien? Je ne parle pas uniquement des dons, de l'envoi d'argent, etc. Mais on n'avait pas vraiment un vrai projet pour l'Arménie, en tout cas majoritairement. Je ne crois pas que, au même titre que la Russie, les États-Unis, le capitalisme mondial ne sont pas des sauveurs, la diaspora n'est pas un sauveur. Je pense que la diaspora n'a pas de leçon à donner à l'Arménie. Ce que l'Arménie a fait en 2018, ce que l'Arménie avait fait en 94, enfin, de 88 à l'Artsakh, de 88 à 94, ce que les Arméniens d'Arménie et d'Artsakh font à chaque fois qu'ils prennent leur destin en main, je crois plutôt que c'est la diaspora qui devrait s'en inspirer. On n'a pas de leçon de démocratie à leur donner. Nos institutions en diaspora ne sont pas plus démocratiques, voire même moins démocratiques que l'Arménie. Que tout le monde disait que que l'éveil de la nation arménienne viendrait toujours de la diaspora, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on fréquente les idéologies des Lumières, j'en sais rien. C'est quelque chose d'assez condescendant comme idée, tout ça. Rappelez-vous, hein, le cinquantenaire du génocide, le mouvement international de revendication sur la question du génocide, il vient d'Arménie. Les premières manifestations d'éveil national pour le Karabakh, ça ne vient pas de diaspora, mais des gens qui portent les combats parce qu'ils vivent sur les terres arméniennes. Que les premiers d'ailleurs à avoir critiqué les protocoles arméno-turcs, ce n'est pas les Arméniens de diaspora, si fidèles à la mémoire du génocide, qui était en train d'être bradé finalement. Non, c'est les Arméniens d'Arménie. Preuve d'ailleurs que le génocide ne les désintéresse pas. Aujourd'hui, ils sont en train de vivre la continuation du programme d'extermination des Arméniens sur les territoires où ils sont des autochtones. Donc, on n'a pas de leçon à leur donner, ni sur la vigilance, ni sur la culture politique, ni sur la maturité politique. On pourrait discuter de la maturité politique de l'ensemble de la nation arménienne. En tout cas, moi, je connais la maturité politique de la diaspora. C'est pas du tout fameux. Et on est encore plus dans des recherches de tiers symboliques, de tiers libérateurs, de sauveurs. La France va nous aider, la France va nous aider. Il y a Le Drian qui dit non, non, on ne vous aidera pas. Mais non, ils pensent encore que quelqu'un va les aider. Mais néanmoins, la diaspora a des choses à apporter. Pas en tant que sauveur, mais dans le partenariat, dans la collaboration. On a des chirurgiens qui sont parmi les meilleurs du monde. Comme les chirurgiens juifs ont aidé au moment de la création de l'État d'Israël. On a des scientifiques de génie. On a des gens qui sont doués dans leur domaine. Ils doivent pouvoir être mis à contribution. Et là, on est dans quelque chose d'important. Plus tout ce que tu disais, Loris, hein, notamment sur... Pendant des années, la diaspora s'est contentée de donner de l'argent en fermant les yeux. Ça fait penser un peu, vous savez, au fonctionnement de l'Église catholique à un moment où l'Église catholique n'était pas à son mieux. On donne de l'argent et on oublie. On achète notre salut et on oublie. Sauf que l'Arménie, c'est un pays avec des gens, hein, avec une vraie vie. Et moi, je pense que la diaspora a des leçons à prendre de l'Artsakh et de l'Arménie quand même. Notamment sur la question de... En Artsakh, ils l'ont montré, ils le montrent encore aujourd'hui, malgré cette défaite qui n'est pas de la faute des gens, mais de la faute de nos dirigeants, de la faute du monde, de la faute de l'indifférence aussi que suscite le sort des vieux peuples. Tout de même, ce qu'ils ont montré, les Arméniens d'Artsakh, les volontaires d'Arménie, etc., c'est le refus d'intégrer la domination, le refus d'accepter la domination, le refus de l'intégration à son être de la domination qui est imposée. Or, nous, en diaspora, on est beaucoup à avoir intégré ce rapport-là. On a intégré l'habitus de la victime, l'habitus de l'ottoman qui pense qu'il faut absolument respecter les institutions parce qu'elles pourraient nous tuer. Et en réalité, c'est parce qu'on est soumis aussi que ces institutions nous tuent. C'est l'héritage ottoman, ça, l'intégration de la domination. En Arménie, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Enfin, en tout cas, chez les gens qui ont défendu nos frontières, qui ont défendu les gens, il n'y a pas ça. Et ça, c'est quelque chose dont il faut s'inspirer.
En diaspora, on a même fait une triste fierté de ça, hein, de se dire la qualité du peuple arménien, c'est l'adaptation. L'adaptation, c'est aussi le fait de. C'est l'acceptation, hein, l'acceptation de la domination. Le peuple arménien du Caucase, c'est pas l'adaptation, sa qualité. C'est le fait de jamais rien lâcher et c'est de résister. Et c'est ça qui peut rendre parfois les rapports un peu rugueux. Mais les Arméniens, spécifiquement les Arméniens d'Artsakh, sont peut-être le meilleur exemple de gens qui ne veulent pas s'adapter, mais qui veulent résister quoi qu'il se passe, quoi. Et ça doit nous faire nous poser des questions. Maintenant, moi, je voulais revenir sur la question de la révolution de velours de 2018, parce qu'on y était, hein, Yeriché et moi notamment, en mai 2018, en Arménie. Et on était un peu, enfin moi pour ma part, j'étais un peu tiraillé entre l'expérience historique généralement des révolutions et ce que je pouvais voir sur le terrain. Et je voyais, sans vouloir, je disais à l'époque sans vouloir donner de leçons, et je veux toujours pas en donner, parce que de France c'est facile de dire ça, c'est pas nous qui vivons les conséquences de tout ça, mais que c'était pas une révolution en termes scientifiques, c'était une prise de pouvoir plutôt, au sens où il n'y avait pas de transfert de pouvoir régalien de l'État qui allait devenir ex-État, l'État mafieux, au camp révolutionnaire. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas eu de purge. Alors, je ne parle pas d'assassiner les gens, mais les gens qui obéissaient aux oligarques et aux mafieux sont restés dans les institutions. Et quand on disait que peut-être il fallait être plus plus rigoureux dans le processus révolutionnaire, on nous disait, oui, mais attendez, en Arménie comme en diaspora, surtout en diaspora d'ailleurs, on nous disait, oui, mais attendez, si Nicole va trop loin, trop vite, il se fera démettre par l'ancien régime, par les oligarques et par la Russie. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, 2 ans plus tard? Il n'y a pas d'oligarques en prison parce que le système, parce que la justice est verrouillée par l'ancien régime. Il y a eu un combat qui a été fait contre certains oligarques et pas contre l'oligarchie. Voilà. C'était pour un peu essayer d'étayer mon propos tout à l'heure sur le fait que Nicole, on aurait tous aimé qu'il soit encore meilleur, peut-être. Alors, je ne dis pas que ça aurait tenu la révolution si elle avait été plus incisive. Bon, visiblement, elle n'est pas vraiment en train de tenir, malheureusement. Oui, c'est une incapacité à s'attaquer aux problèmes structurels et peut-être une tendance à personnifier les choses, à beaucoup communiquer, à personnifier les choses, à penser que les choses sont personnelles. Alors, un chef de l'exécutif, un homme d'État, doit avoir la grandeur de penser que ce n'est pas personnel tout ça et que ce n'est pas des noms et des noms qu'on jette à la presse, mais des pratiques, des structures, etc. Après, voilà, bon, il a eu 2 ans pour l'instant, et peut-être d'ailleurs qu'il va rester au pouvoir. Nous, on est parti du postulat, peut-être que la logique voudrait qu'il remette son mandat en jeu et qu'il porte cette responsabilité devant le peuple, mais, ou alors qu'il soit, je ne l'appelle pas de mes voeux, hein, démis par la force, par aujourd'hui, non la force de le démettre que l'ancien régime, hein, personne n'a la puissance de faire ça, pas un mouvement populaire, ou la Russie d'ailleurs, ce sera la Russie ou les anciens. Mais je pense que l'idéal serait quand même d'organiser des élections. Alors je sais que c'est peut-être pas le moment parce que l'ennemi est encore aux portes, mais je pense que la situation ne peut pas rester comme ça. On peut pas, on peut pas rester comme ça. Enfin, voilà, je sais pas. Je pense que Nicole Pachinian n'avait pas les moyens de faire autre chose aussi majoritairement, quoi, que c'était bloqué. Et je parle pas. En tout cas, moi, j'aimerais pas que, avec cette défaite, avec ce défaitisme ambiant, on oublie, comment dire, on fasse une mauvaise association d'idées et qu'on dise que prendre son destin en main, promouvoir la démocratie, la liberté, l'égalité entre les gens, finalement une Arménie meilleure, hein, plus harmonieuse, plus juste, et bien ça apporte la guerre, l'humiliation et finalement la périclitation du pays. Il n'y a pas de lien avec ça. Je veux dire que c'est pas parce qu'on a fait des élections libres que l'Azerbaïdjan nous a attaqués. L'Azerbaïdjan nous a attaqués parce que ça fait 30 ans qu'elle nous a promis de nous détruire.
qu'elle a promis de prendre le Ralabard, qu'elle promet aussi d'aller jusqu'à Yerevan. Je veux dire, cette guerre a eu lieu parce qu'il y a une vieille doctrine turco-azerbaïdjanaise nationaliste qui veut l'extinction du peuple arménien. Il y a plus dans cette situation de lien avec les ratés d'Erdogan en Syrie et en Grèce que de lien avec le fait qu'on a essayé un peu de lutter contre la corruption en Arménie. C'est pas ça qui nous a ni fait perdre la guerre, ni apporté la guerre. La guerre nous était promise. C'est pas d'ailleurs parce que Pachinian est arrivé au pouvoir que l'Azerbaïdjan nous a attaqués. C'est pas parce que Pachinian et qu'il y a eu le soulèvement de 2018 que la Russie nous aurait lâchés. La Russie, elle ne réfléchit pas comme ça. Elle ne considère pas l'Arménie comme... L'Arménie, c'est une frontière, c'est une zone d'influence. Elle ne veut pas la perdre parce qu'elle n'aime pas Pachinian. D'ailleurs, sur cette notion de on aurait perdu la guerre parce que Pachinian était anti-russe. Bon, déjà, c'est difficile de parler de politique sans preuve. Sur cette notion de Russie-là, oui, effectivement, Pachinian n'était pas le plus pro-russe. Son parti, en 2017, avait par exemple à l'Assemblée proposé de sortir de l'Union économique eurasienne. Mais bon, c'était en 2017. À partir du moment où Pachinian revêt les habits de l'éthique de responsabilité, il se met à avoir un discours tout de même très conciliant avec la Russie et dire qu'il ne changera pas la politique étrangère de l'Arménie. Alors effectivement, il y a eu l'affaire de Yuri Ratchadurov, qui était le secrétaire général de l'organisation du traité de sécurité commune collective. Bon, effectivement. Mais je pense que c'est pas... comment dire, je pense que c'est pas déterminant tout ça. Et que la défiance vis-à-vis de la Russie, c'est pas Pachinian qui a inventé ça. Hein, tu disais, Thomas, tout à l'heure qu'en Arménie, certains sont pour l'abandon finalement et dire oui, bon, laissons les clés à la Russie. Bon, il y a aussi en Arménie une vieille tendance de défiance vis-à-vis de la Russie. Que ça soit la Russie tsariste, que ça soit la Russie soviétique ou que ça soit la Russie moderne. C'est pas quelque chose de nouveau. Cette défiance, on l'avait vu par exemple dans le Tashnak Tsushun des années 1890. Hein. Il suffit de lire les mémoires de Loupen Termination pour comprendre que les Fédaïs s'organisent d'abord pour résister contre l'assimilation forcée russe dans le Caucase et contre le tsar. Hein, quand ils créent des écoles révolutionnaires pour pas que les enfants subissent l'enseignement russe, mais qu'ils aient un enseignement arménien, que l'organisation de bataillons, etc. C'était avant contre les Russes que, enfin, c'était une résistance face aux Russes avant d'être une résistance face aux Turcs. Que ça soit au moment de la Première République de 1918 aussi, hein, pendant la... N'oublions pas que la Première République d'Arménie n'était pas en proie uniquement à la Turquie kémaliste hein, et au reliquat de l'Empire ottoman nationaliste, mais également à la révolution bolchevique. Pendant la période soviétique aussi, une défiance arménienne vis-à-vis des Russes, en tout cas une partie du peuple. Le mouvement Ralabar, et ne parlons même pas de la première guerre du Ralabar, qui est une défiance vis-à-vis des Russes. N'oublions pas que l'Artsakh s'est proclamée indépendante de l'Union soviétique, pas de l'Azerbaïdjan. Que la lutte de libération du peuple d'Artsakh est une lutte de libération qui s'applique d'abord à l'Union soviétique. Donc, c'est pas Pachinian qui a inventé cette défiance vis-à-vis des Russes, et je trouve qu'il n'a pas été très expressif dans cette défiance. Voilà. Moi, je voulais revenir sur la question de la démocratie. Effectivement, je pense que c'est ce que certains malveillants voudraient mettre dans les esprits de certains. C'est qu'il fallait faire le choix entre la démocratie et l'Artsakh. Alors que c'est tout le contraire en réalité. Hein. Enfin, un État qui n'est pas démocratique n'est pas un État fort. Un État autoritaire, ça a ses limites à un moment ou un autre. On pourrait parier que si l'Azerbaïdjan avait perdu la guerre, l'État azerbaïdjanais se serait effondré tellement il est sclérosé par la corruption, même s'il y a quand même des objectifs nationaux, contrairement à la boutique arménienne depuis 91. Mais c'est important parce que c'est un peu ce qui reste comme amertume de se dire après tout,
si on avait été quand même mafieux, enfin, on avait été encore sous l'Ancien Régime, Kotcharian, Sarkissian, des gens forts, peut-être qu'on n'aurait pas perdu. Kotcharian et Sarkissian, leur seule force, c'était leur compte en banque et leur casino. Il ne faut pas oublier que ce que les militants sur le terrain en Arménie faisaient comme constat en 2016 notamment, en 2016, c'était de se dire que l'Arménie était en train de mourir, les gens partaient, tout le monde était parti, que l'Arménie, la survie de l'Arménie était très gravement menacée d'ici à 20 ou 30 ans, et que le point de bascule se trouvait d'ici 5 ou 6 ans. Et je peux vous dire que quand vous intégrez cette réalité-là en 2016, et que donc vous vous dites la seule alternative à ça, c'est une révolution, en 2016, autant faire une croix sur l'Arménie, parce qu'il n'est pas question qu'il y ait une révolution. Et pourtant, il y a eu les Sasnadzalé quelques temps plus tard. Et preuve que le peuple arménien a aussi sa part d'indomptable, c'est que celui qui, en plein milieu du mouvement des Sasnadzalé, a dit on se retire du mouvement, ça devient trop violent, c'est Nicole Pachinian. Et c'est à ce moment-là que le mouvement est devenu massif. Et en réalité, c'est aussi le mouvement des Sasnadzalé qui a été le croche-patte à l'ancien régime. Hein. Sans ça, on n'aurait pas forcément pu présager du reste. Mais il ne faut pas, de diaspora, c'est beaucoup trop présomptueux de pouvoir penser que, après tout, la démocratie, c'est pas fait pour les Arméniens du Caucase. C'est pas nous qui vivons là-bas, c'est eux qui subissent la dureté de perdre son emploi dès qu'on fait une protestation, voire de perdre sa vie certains temps, il y a quelques années. Les gens veulent des droits pour leur famille, veulent des droits pour leur descendance, veulent aussi vivre dignement. Je parle en termes économiques. Donc, on ne peut pas leur ôter la démocratie, surtout pas de diaspora. Et ces gens-là, ils veulent aussi que leur sécurité soit préservée. Hein. Bien sûr. Tu parlais de 2016, je me souviens. Tu parlais de 2016, je me souviens d'une manifestation qu'on faisait à l'époque où on était peu nombreux à être en solidarité avec le peuple arménien, les manifestations de 20, 30 000 personnes, voire même 100 000 personnes dans les rues d'Arménie, notamment en 2018, hein, c'est ces chiffres-là. Hein. C'était un élan massif, terrible. En 2016, je me souviens qu'on avait sorti des chiffres. Le budget de la police en Arménie était supérieur au budget de l'armée. L'Arménie était en paix relative, mais pas en paix totale. Hein. Et c'est pas comme si la Turquie d'Erdogan était une Turquie pacifiste et qui avait rompu avec son passé criminel et ses velléités de haine vis-à-vis des Arméniens. Et c'est pas comme si Aliyev ne prétendait pas qu'il voulait envahir le Haut-Karabakh. C'est-à-dire que pendant 30 ans, le gouvernement arménien a eu plus peur de sa propre population que de ses ennemis qui le menaçaient. Donc forcément, on se retrouve là en 2020 avec des Kalachnikovs qui datent de 1994, avec un équipement militaire qui a un peu évolué, mais qui est très très loin d'avoir évolué. Bon, on ne va pas faire le procès de ces 30 ans, on l'a déjà fait pendant très longtemps. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de l'avenir, quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour... enfin, nous, on ne va pas régler ce problème-là et on essaye de rester pour une fois, dans la réserve, dans la dignité, parce que, enfin, je ne dis pas que quand on revendique depuis toutes ces années, comme c'est le cas de Chavjoum, on n'est pas dans la dignité, au contraire, mais là, la situation, Thomas le rappelait, les réfugiés, la situation militaire est dramatique. Donc, il faut que les choses se fassent avec raison, avec raison. Avec raison. Et n'oublions, il ne faut pas que ces troubles internes fassent oublier aussi la valeur de ceux qui ont défendu le territoire aussi. Certes, une coalition mondiale contre nous, mais ces gens-là se sont quand même défendus vaillamment. Il ne faudrait pas qu'une vague défaitiste fasse oublier le fait qu'on a eu pendant cette guerre, comme pendant toutes les autres, des fedaïns, des gens qui ont défendu leur terre et leur famille. Moi, je vois des réactions de diaspora hein, qui méritent d'être questionnées tout de même, de soi-disant leaders de partis politiques hein, qui existent aussi en Arménie. Quand on écrit sur les réseaux sociaux qu'il faut mettre une balle dans la tête à Nicole Pachinian et que dans le post d'après sur Facebook ou Twitter,
on montre des images de prisonniers arméniens décapités, de vieillards arméniens décapités par les forces azerbaïdjanaises, et que là, on n'invoque plus les balles dans la tête des gens, mais on invoque seulement le respect des droits de l'homme. Il faut savoir qu'ils sont nos vrais ennemis, hein, quand même. Hein. Je pense qu'il faut garder nos balles pour protéger nos familles et nos gens, plutôt que de les utiliser les uns contre les autres. On a été long un peu là, non? Oui, on va passer à la conclusion, je pense. On a dépassé un petit peu 1 h 30. Plus rien à dire, moi. Euh, Il y a quelques questions encore. Il y en a une sur laquelle je vais un petit peu botter en touche sur les questions sur les dons, comment nous aider, si on va refaire des collectes, qu'est-ce qu'il faut envoyer. Alors, qu'est-ce qu'il faut envoyer? Il faut savoir que les assos sur place font un très grand suivi pour envoyer les choses aux bonnes personnes au bon moment. Alors, si on envoyait 15 brosses à dents à la même famille le même jour qu'il y a 2 personnes, c'est pas le plus efficace. Donc, on ne peut pas vous dire là tout de suite qu'est-ce qu'il faut envoyer, quand, comment, mais le travail est bien fait sur place et quand on a les infos, on vous les donnera. Tout ça, on vous en reparlera, je pense, sur le prochain live du retour en Arménie. On pourra plus vous parler effectivement des collectes, de comment ça se passe, de comment vous pouvez aider, de quand seront les prochaines collectes, etc. De toute façon, dès qu'il y a une nouvelle collecte, on vous tiendra au courant sur la page Facebook, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, on n'est pas tant sur la collecte de biens, mais plus sur des dons qui serviront notamment pour les kits. Mais on vous tiendra au courant au fur et à mesure sur tout ce qu'il y a à faire. Et puis sinon, pour conclure, je vais reprendre une dernière question. Si je peux me permettre, oui. On a encore une équipe qui est en Arménie pour l'aide aux réfugiés. Et si vous voulez aider Shaljoum et en fait aider le travail qui est réalisé sur place, vous pouvez aller sur notre site internet shaljoum.org ou sur notre page Facebook, et vous avez la possibilité de nous aider financièrement pour faire ce travail-là, sachant qu'on est toujours très transparent puisque on envoie des vidéos du travail effectué. Voilà, mais là, on est dans une phase où ce qu'on peut fournir aux associations partenaires et aux familles qu'on aide, on peut l'acheter sur place. Donc, autant acheter sur place et faire marcher l'économie du pays. Les collectes, c'est pour des situations d'urgence, comme on a fait pendant toute la guerre, en fait, puisqu'on a envoyé un conteneur à peu près par semaine. Donc là, c'était parce qu'on avait besoin de produits qui ne sont pas disponibles massivement en Arménie comme ça. Donc, on reprendra les collectes, notamment pour les habits chauds et pour un certain nombre de médicaments. Une collecte est toujours en cours à Valence. Vous pouvez voir sur nos réseaux sociaux, vous allez sur la page Facebook de Shaljoum, vous avez les contacts. Et on vous recontacte, comme disait Thomas, sur les réseaux sociaux pour des collectes périodiques. Ponctuelles, pardon. Il y avait une dernière question qu'on va reprendre et qui fera du coup la conclusion de ce live et qui reprend un petit peu ce que vous disiez juste avant. Est-ce que si Nicole Pachinian démissionne maintenant, ça ne serait pas affaiblir le pays? Moi, pour donner mon point de vue par rapport à ce que je disais, je dirais que non, parce que le pays est tellement faible maintenant que je ne vois pas comment, enfin, ne voyant pas l'État sur place, Pachinian ou pas Pachinian, sur place, on ne voit pas vraiment la différence. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, je m'en fiche à dire de savoir s'il a démissionné ou pas, parce que dans les faits, on n'a quasiment rien vu de l'administration du gouvernement sur la question à la fois des réfugiés, et puis là, on se pose la même question sur les frontières. Donc non, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, s'il remet sa place en jeu, c'est une belle victoire pour la démocratie. S'il ne le fait pas, je ne suis pas sûr que le pays soit beaucoup plus stable. Donc non, je ne vois pas ça comme une menace, moi, pour la stabilité en Arménie. Non pas que ça n'en serait pas une dans l'absolu, mais vu la situation d'instabilité totale actuelle, c'est pas ça, je pense, à titre personnel, qui fera une vraie différence. Tout va dépendre. Pardon. Je voulais dire que si il remet son mandat en jeu, c'est une victoire pour la démocratie, certainement. Si c'est l'ancien régime qui revient, c'est une défaite pour la nation arménienne aussi. Donc, en ce sens-là, ça pourrait être une catastrophe. Maintenant, voilà, il n'y a pas. Le peuple en Arménie n'est pas en train de se dire il vaut mieux les mafieux que Pachinian. Hein. Le peuple arménien est plutôt même énervé que les mafieux ne soient pas en prison à l'heure actuelle.
ce qui n'empêche pas qu'il soit en critique pour beaucoup de Nicole Pachinian sur le fait de la défaite militaire. Mais voilà, il n'y a pas que cette alternative-là. C'est ça que je peux dire de mon côté. Eh bien, écoutez, si personne n'a de quoi que ce soit d'autre à ajouter, je pense qu'on a déjà pas mal parlé. On a fait pas loin de 2 heures. On remercie tout le monde pour nous avoir suivis. Je crois qu'il y a encore pas mal de monde qui est toujours connecté malgré la durée du live. On vous remercie. On vous tiendra au courant sur la page Facebook des prochains lives qui auront lieu, notamment celui donc, du retour d'Arménie, avec toute la délégation qui était présente. Effectivement, il y en a qui sont toujours sur place. Il y en a qui devraient repartir aussi, je crois, d'ici la fin du mois. Et peut-être encore après, on organisera tout ça au fur et à mesure. On vous tiendra au courant. Donc évidemment, restez connectés sur la page Facebook, sur le compte Instagram, sur le compte Twitter et sur le site internet, où vous aurez toutes les informations sur nos futures actions. On vous remercie et on vous souhaite une bonne soirée. Merci. Normalement, on n'est plus en live. Je vais te dire ça tout de suite, mon cher Thomas.